pouvez applaudir. Merci. C'était en live. Donc c'est vrai qu'on va vous demander de continuer une attention avec nos deux invités pour introduire ces rencontres. Comme vous l'avez vu, donc nous avons mis au cœur de cette 11e édition la question des droits fondamentaux et les convergences pour des territoires vivants, robustes et sensibles. Et nous avions envie de démarrer cette journée et demie de travail en prenant un peu le temps de discuter de ces notions, en essayant d'approfondir la manière dont on peut peut-être penser un autre paradigme pour réfléchir à l'évolution de nos territoires et pour nous investir aussi dans les nouvelles manières d'organiser nos modes de relations sociales et nos organisations territoriales. On l'a rappelé, je pense, je ne vais pas être trop longue sur l'introduction parce que je pense que dans les mots qui ont été donnés par à la fois les organisateurs de ces rencontres et nos invités élus qui nous ont parlé aussi de la richesse des territoires mais aussi des fragilités que l'on connaît actuellement. On se situe dans un contexte qui à la fois est bouleversé ou bouleversant au travers de mutations profondes que l'on connaît à la fois sur des enjeux écologiques, évidemment, on y reviendra, mais aussi des enjeux économiques, des enjeux culturels, des enjeux numériques et évidemment des enjeux démocratiques dont on sent bien aujourd'hui qu'il y a une forme de menace ou de risque d'affaiblissement de nos espaces démocratiques. On parlait des questions de liberté de création, on aurait pu aussi aller sur les libertés associatives ou les droits des associations ou des initiatives citoyennes qui parfois aujourd'hui se voient remises en cause, mais plus largement on sent bien que avec la montée d'une certaine vision idéologique et politique, on voit monter les autoritarismes ou les formes presque de rapport de force, enfin en tout cas qui remettent la question de la force comme un des principes d'action premiers. On le voit à la fois d'un point de vue international, mais également avec ce risque de monter sur nos territoires. Donc au regard de ces phénomènes réactionnaires que l'on a pu identifier, mais aussi, on l'a évoqué, les formes austéritaires, ou en tout cas de contraintes budgétaires qui parlent aussi des formes de précarisation ou peut-être de modèles économiques dans lesquels on a tendance, ou en tout cas les personnes qui dirigent à la fois le pays et les territoires ont tendance à investir. On a également une difficulté aujourd'hui ou des inégalités qui tendent à s'accroître et qui, notamment dans notre secteur d'activité culturelle, font monter les précarités. Et donc confrontés à l'ensemble de ces transformations de long terme, dans des contextes évidemment où Alban le rappelait en introduction, nous avons vraiment besoin d'articuler la question du local aux pensées globales, à la logique du tout-monde, dirait Édouard Glissant. Il nous semblait important de remettre au cœur de nos discussions pour cette journée et demie la question du vivre ensemble au sens de la paix, de savoir comment est-ce qu'on organise la paix aujourd'hui, mais aussi comment est-ce qu'on arrive à partir de ce qui fait sens pour les personnes à penser mieux notre relation entre nous, notre relation au monde, notre relation au vivant. Et c'est ainsi qu'il nous a paru intéressant d'organiser cette discussion avec vous deux. Donc Damien, je te laisserai te représenter de manière plus approfondie, Margot également, mais peut-être pour dire un mot. Donc Damien Deville, tu es géographe et anthropologue. Tu as beaucoup travaillé autour, on y reviendra je pense, de la notion d'écologie, justement de la relation, et les questions évidemment de géographie culturelle. Tu nous en parlais hier déjà un peu en avant-première, lors du visionnage du documentaire, enfin du film que vous aviez réalisé. Et voilà, il nous semblait important d'avoir ton regard justement de géographe qui nous parle des territoires, cette notion assez vaste, des territoires de vie, et de la manière aujourd'hui dont on va pouvoir peut-être approcher peut-être des perspectives un peu renouvelées de dialogue des personnes, mais aussi des humains et des non-humains sur les territoires.
Margot Thévenin, tu es ingénieure agronome, exploratrice des relations, je dirais, et en accompagnement justement aussi des pratiques en tant que formatrice et conférencière pour essayer de saisir la complexité qui souvent nous fait peur ou nous fait parfois replier sur nous-mêmes. Donc comment s'emparer de cette complexité, comment s'emparer du sens et comment mieux faire relation. C'est un peu les éléments qu'on essaiera d'explorer également avec toi sur cette plénière de ce matin. Donc je lance la première question ou tu veux que je te cède la parole? Non, non. T'arrives sur la question, je crois, non? Voilà, bah écoute, je pose notre première question qui était peut-être pour vous deux, essayer justement de comprendre au regard de ce contexte un peu général dans lequel on se situe. Hein. On a parlé, ou en tout cas nous, ce qu'on décrypte beaucoup à l'UFISC, c'est en effet l'accélération du temps, la gouvernance par le nombre, la prégnance des questions de rentabilité, de marché, parfois voilà, les formes assez descendantes comme idéal politique. Comment aujourd'hui se réapproprier des approches plus solidaires et démocratiques, et en partant évidemment de nos contextes de ces territoires ruraux qui, malgré la puissance de leurs imaginaires et de leurs ressources culturelles, comme on a commencé à en parler en introduction, sont souvent invisibilisés ou renvoyés à des manques. Donc peut-être il nous paraissait intéressant dans cette première partie de la table ronde de revenir un peu sur les notions phares que vous essayez de travailler, peut-être en démarrant avec toi Damien, justement sur ton travail autour de l'écologie de la relation, de la question de l'esprit des lieux et des milieux. Est-ce que tu peux nous en dire un peu davantage sur ton regard sur le contexte et sur ce peut-être paradigme de la relation à réfléchir aujourd'hui, et peut-être justement en le mettant en regard des ruralités et de la prise en compte qu'on a des ruralités aujourd'hui? Oui, avec plaisir, merci beaucoup tous les deux. Bonjour à tous et toutes. Oui, vous dire en fait comment j'en suis venu à travailler ce couple, relations et territoire. C'était pas écrit d'avance que je devienne géographe, puisque j'ai commencé la première partie de mon parcours académique sur de l'écologie scientifique, jusqu'à réaliser un rêve de gosse, vu que je suis parti en Australie, travailler dans une équipe de rangers pendant 8 mois sur la protection des populations de koalas. Et là-bas, pour protéger le koala, on les séparait des activités humaines. Or, où je vivais en Australie, dans le périurbain, on pouvait voir des koalas dans les jardins. En fait. Ils vivaient là, ils avaient fait le choix d'être là, dans leur couloir de migration, car ils y trouvaient des intérêts, notamment de moindre concurrence avec les autres espèces de marsupiaux. Mais ils avaient également, bien sûr, des avantages, des menaces à vivre ici, qui sont liées aux activités humaines, attaques de chiens domestiques, accidents de voiture, etc. Et donc la solution politique, qui était portée à l'époque, c'était de déplacer ces koalas vers des zones éloignées, réservées à leur protection. Or, dans ces zones, on voyait que ça ne marchait pas. Les koalas sont des animaux très territoriaux qui finissent par se faire de la concurrence. Et puis ça posait des questions un peu philosophiques et éthiques, qui étaient de me dire que le koala est présent partout dans les imaginaires australiens. Dessins animés pour enfants, logo d'équipes de sport, logo même institutionnel de certaines collectivités territoriales. Pourtant, la coexistence au quotidien avec ce même koala est refusée. Et refusée au nom de quoi? Au nom de leur propre protection. Je me disais, mais si on a envie de le protéger, pourquoi ne pas le protéger là où il a choisi d'être? Et du coup, en rentrant en France, je me dis que la clé, c'est peut-être au lieu de continuer à séparer, c'est de rassembler et de réfléchir aux règles de la coexistence, de réfléchir à la relation à l'autre, donc. Et lorsqu'on réfléchit au vivant, humain comme non humain, lorsqu'on réfléchit à la relation, ça invite un personnage central dans l'équation, que sont les territoires. Parce que vous savez, il y a cette échelle qu'on peut presque dessiner à la main, comme ça, sur une carte, où l'oiseau fait son nid, où le casseur construit son barrage, et où nous, humains, on construit quand même la plupart de nos sociabilités. C'est là où on fait grandir nos enfants, c'est là où on va au travail, c'est là où on prend notre café, c'est là où on enterre nos proches aussi. On peut saisir comme ça les deux extrémités de la vie à l'échelle des espaces vécus. Et dès lors, je crois que ça permet, puis peut-être les territoires du Grand Est sont, je pense, concernés, mais de faire un pas de côté
par rapport à nos héritages sémantiques autour des territoires. En France, quand même, on est les héritiers d'un vocabulaire qui est très violent, au fond, envers la diversité des lieux, et qui perfore tous les jours le débat public. En disant ça, vous savez, je pense à des concepts comme France périphérique, Diagonale du vide, Ceux qui ne sont rien. Voilà, c'est des titres de bouquins sortis il n'y a pas longtemps. Des titres de bouquins, je suis obligé de le dire, écrits par des géographes eux-mêmes parfois, géographes qui sont censés être les gardiens de la diversité des territoires. À partir du moment où un territoire, c'est là où on fait grandir nos enfants, c'est un centre du monde pour ceux et celles qui y habitent. Personne n'est périphérique à sa propre vie. Et même si ces territoires ont été blessés au fil du temps par une rapide désindustrialisation, par les blessures de la guerre, c'est le cas chez moi par exemple, un peu moins la guerre mais la désindustrialisation en tout cas, ça reste quand même un repère important dans la vie des individus. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut parler des territoires dans le débat public. Ça serait déjà à mon avis un des premiers leviers pour rendre ce débat public dysfonctionnel actuellement, je crois, un peu plus fonctionnel. Voilà. Et puis vous savez, quand on analyse les territoires, ce qui m'a sauté aux yeux au fil de mes recherches, et notamment pendant ma thèse de doctorat, c'est de se dire qu'en fait, ce qui caractérise quand même les mondes contemporains, nos sociétés modernes, c'est qu'on ne sait plus tellement où on habite. On a perdu la conscience des lieux, on a perdu le sentiment géographique. Je dis souvent qu'on vit en Auvergne sans connaître les volcans, on vit chez moi dans l'ouest, chez vous, Margot et Alban aussi. Sans bien connaître en fait les héritages paysagers des terres de l'Ouest, à savoir le bocage. On vit au bord de la mer sans prendre la mer, on vit dans les Vosges sans connaître les forêts et les montagnes, etc. Et cette grande entreprise de désenracinement, en fait, elle a une histoire assez longue, qui est liée à un socle philosophique. Nos manières d'agir sont toujours précédées par des manières de penser. Notre socle philosophique a eu tendance, depuis l'émergence des religions monothéistes jusqu'à nos jours, à séparer en fait nature et culture. Mais elle est liée aussi à nos politiques publiques, aux manières dont on a développé les territoires. Je pourrais y revenir peut-être après dans d'autres questions, je crois que c'est quelque chose qui arrive un peu après, mais grosso modo, nos territoires, on les a surspécialisés, on les a uniformisés, et aujourd'hui, on en paye les pots cassés. Il faut bien retenir de cette histoire, grosso modo, qu'uniformité et précarité sont toujours les deux temps d'un même processus à l'échelle des territoires, notamment des territoires ruraux. Et dès lors se pose une question: comment on peut faire pour réparer ces précarités? Eh bien peut-être en misant sur l'exact inverse de l'uniformité, à savoir la diversité. Et comme on est la diversité, elle n'est toujours des histoires entrelacées. Elle n'est toujours de la relation à l'autre, la diversité. Dans les territoires, 1 plus 1, ça n'a jamais fait 2, pour le dire vite. Ça donne un résultat qui est toujours supérieur à la somme des parties. Et peut-être vous partagez 3 clés de lecture, puis après je rends le micro, promis, qui peuvent nous aider à mieux comprendre les territoires et à mieux agir en leur sein. Ces 3 clés de lecture, je parle un peu pour ma paroisse, pardonnez-moi, qui sont non exhaustives, mais qui sont liées en tout cas à la géographie culturelle que je pratique, et qui peuvent guider les projets culturels, notamment à mon avis. La première, c'est qu'un territoire est toujours le produit de son historicité, et que pour comprendre un peu les enjeux qui le traversent, il faut remonter les pages de l'histoire. Ça paraît un peu anecdotique dit comme ça, mais je peux vous dire que géographie et histoire ont divorcé au fil du temps. Dans le milieu universitaire, il y a des laboratoires de géo, il y a des laboratoires d'histoire. On ne se parle pas, malheureusement. Et dans le secondaire, il y a bien des professeurs d'histoire géo, singularité française d'ailleurs, cocorico. Mais rappelez-vous, dans la plupart sont des historiens et non des géographes. Ce qui explique que l'histoire est très bien enseignée au collège-lycée. On a de très grands historiens en France. Mais la géographie, elle est un peu plus ennuyante, qu'elle fait davantage rêver à l'université. Et puis quand je parle de l'histoire des lieux, je parle aussi de la longue histoire géologique et écologique des milieux, pour le coup, comme je disais, les volcans en Auvergne, la roche dans les Alpes, les glaciers dans la vallée de Chamonix. C'est aussi cette conscience des lieux qu'il faut retrouver pour pouvoir mieux accorder les modèles de développement aux singularités territoriales. Et derrière, c'est pas qu'une hypothèse scientifique, il y a un magnifique chantier citoyen qui s'ouvre, qui est de se dire au fond qu'on protège que ce qu'on aime, on aime que ce qu'on connaît, et on connaît que ce qui a été préalablement enseigné. Or, on n'enseigne plus la diversité des lieux. Voilà, à mon avis, l'une des premières missions de la géographie culturelle, et peut-être l'une des premières missions des projets artistiques et culturels dans les territoires ruraux. Deuxième hypothèse, je serai un peu plus rapide sur celle-ci. C'est une très belle phrase qui vient d'Augustin Berck, qui est un grand géographe de la géographie culturelle. Il n'est pas très connu du grand public, Augustin Berck, mais je peux vous dire qu'en géographie culturelle, c'est un patron, Voilà, vous voyez Yoda dans Star Wars ? Augustin Berck, pareil en géographie culturelle. Voilà. D'ailleurs, ils ont la même coupe de cheveux maintenant.
Et la même façon de parler, parce qu'il est un peu mystique, Augustin Berg. Et Augustin Berg, au fond, il a cette très belle phrase, issue de sa discipline, qui dit que l'être se crée en créant son milieu. L'être se crée en créant son milieu. C'est un peu théorique dit comme ça, mais ça dit quelque chose de très simple. En habitant un territoire, on l'aménage, on le cultive, on le gouverne, on le transforme. Et que dans cet exercice même de transformation, on se change en retour. Voilà. On change nos manières d'être, et nos manières de parler, de penser, et nos manières de se projeter dans l'avenir. Cette phrase, elle est très robuste d'un point de vue scientifique, pour expliquer comment lieu et vivant et humain ont coévolué au fil du temps. Mais elle ouvre également deux chantiers citoyens que je trouve incroyables, très forts. Le premier, c'est qu'on a tort dans le débat public d'opposer imaginaire et matérialité. Les deux sont très interliés. Je vais te donner un exemple très simple pour l'illustrer. Vous allez à Sète, dans le Languedoc-Roussillon. Georges Brassens est présent partout. Nom de place, nom de rue, culture, festival, mais aussi filière économique. On va dans des boulangeries, chez des artisans, ils ont créé des produits associés à l'imaginaire de Georges Brassens. Voilà comment un imaginaire crée 70 ans après de l'emploi, voilà, au sens strict du terme. Pareil, si vous allez dans le Berry, pays de George Sand, l'imaginaire de George Sand fait vivre une multitude d'acteurs. Voilà comment imaginaire et matérialité des territoires se conjuguent. Il s'agit bien de penser les couples entre les deux pour faire face aux enjeux contemporains. Et puis cette phrase d'Augustin Berg, elle ouvre aussi à cette idée de se dire comment on peut aménager, développer le territoire pour changer le cœur de l'humain et vice-versa. Quels imaginaires nous imprègnent pour aller vers d'autres manières d'habiter les mondes, tout simplement. Et puis enfin, troisième hypothèse de la géographie culturelle, très rapidement, et ça je pense que ça fait le lien avec vos corps d'expertise et de métier, c'est qu'un territoire, avant d'être une approche technique ou politique, SCOT, PLU, agencement des compétences, c'est avant tout quoi ? C'est avant tout un corps dans un lieu, et tout ce que fait ressentir ce corps dans un lieu. Il y a Jean Delvert, un très grand géographe aussi, qui avait cette très belle phrase, il disait « Habiter, c'est marcher ». Il est magnifique ça comme phrase. Il étendait cette phrase à sa propre condition, qui disait « Un géographe pense en marchant, un géographe pense avec ses pieds », disait-il. Et dès lors, ça ouvre dans la compréhension des territoires à des approches sensibles, les contes, la poésie, la symbolique, tout ce que nous fait ressentir un territoire. Et entendez-moi bien, réinviter ce sensible dans nos manières d'appréhender les territoires, c'est pas simplement pour se faire plaisir en tant qu'auteur quand on écrit sur les territoires ou en tant que lecteur, lectrice lorsqu'on lit un livre ou un roman ou un essai qui parle des territoires. Derrière, ça a une magnifique entreprise citoyenne. Laquelle ? Celle de repeupler nos cartes, de repeupler nos mondes, voilà, de remettre en mots, de remettre en images, de remettre dans nos rétines, comme des petites taches indélébiles, tout ce qui est présent dans nos territoires, qu'on a voilé sur l'autel de notre évolution, et qui demande tellement d'être dévoilé pour faire face aux enjeux contemporains. Quand on repeuple nos territoires, on repeuple nos imaginaires, et on réouvre des opportunités pour la suite. Merci beaucoup Damien de cette introduction qui, je pense, résonne beaucoup avec ce qu'on essaye, je pense, dans nos démarches de porter autour des questions de diversité culturelle et de droit culturel également. Tu redisais que personne n'est à la périphérie de sa propre vie. Et je pense que c'est exactement cela que portent les droits culturels pour repositionner aussi chaque personne comme contributrice de la culture au sens anthropologique de ses pratiques de vie, ce que tu nous dis, là où elle habite, là où elle prend son café, là où elle rencontre ses voisins, là où elle élève ses enfants, et là où elle imagine aussi la suite, là où elle imagine aussi l'avenir, là où elle imagine aussi des évolutions, des utopies, des manières autres de faire. Et c'est en cela que dans les droits culturels inscrits dans les droits fondamentaux, il y a vraiment la perspective de permettre à toute personne de participer à partir de ses ressources culturelles, de la diversité culturelle. Et nécessairement, ça m'amène vers Margot, parce que lorsque l'on parle de cette diversité culturelle, nécessairement, on est empreint de complexité, puisque chacune va porter justement ses ressources, cette identité culturelle, le sens peut-être qu'elle veut donner à son existence, et donc aussi la manière de rencontrer l'autre, de faire relation à partir de ce qu'il ou de ce qu'elle est et de ce qu'il ou elle porte. Et donc il nous semblait intéressant, dans l'apport ou le regard plus de Damien sur les territoires, de voir aussi avec toi Margot l'approche à partir de la personne
et de la relation, sachant que tu as aussi ce regard avec la question de l'écologie du vivant et la manière dont peut-être ça vient nous réinterroger sur notre manière d'être, notre manière de penser, notre manière de faire relation. Voilà, donc peut-être t'interroger justement sur aujourd'hui, de la même manière, face au monde dans lequel on se situe, ces mutations, mais aussi ces formes de standardisation dont commençait à nous parler Damien, ou de rigidification que l'on voit parfois dans les normes de vie qui nous sont imposées. Comment peut-être réfléchir nos postures relationnelles pour accueillir aussi cette complexité, ces vulnérabilités, mais aussi les capacités des personnes. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ce travail et de cette analyse que tu portes? Oui, avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Donc, j'ai mon petit cahier avec moi parce que je suis pas du milieu culturel et donc il y a du vocabulaire parfois qui m'est un peu étranger. Et donc du coup, j'ai pris quelques notes pour essayer de raccorder mes propos à ça. J'ai envie de vous parler effectivement de complexité. Donc, moi, j'ai un parcours, j'ai fait des études d'ingénieur agronome, je suis petite fille d'agriculteur et mes explorations en fait sont basées autour de ça. Comment fonctionne le vivant? Quels sont ses principes de fonctionnement, d'organisation? Pour rappel, on est des êtres vivants et toutes nos organisations, dès lors qu'on est plusieurs, on forme aussi un système vivant. Et donc effectivement, il y a cette notion à la fois d'individu, d'éléments d'un système, mais aussi du système dans son ensemble. Et il y a quelques principes qui sont des caractéristiques de tout système complexe vivant. Ça peut paraître barbare comme mot, mais aujourd'hui, par exemple, on forme un système complexe vivant, toutes et tous ce que nous sommes. La première, c'est la notion d'imbrication. Dans les systèmes vivants, en fait, ils sont composés d'éléments qui sont tous interconnectés et qui forment un tout qui est délimité. Donc là, on forme un tout qui est délimité parce que c'est cet espace de notre rencontre et qui poursuivent un but commun. Et dans cette notion d'imbrication, on a bien du coup cette notion de quand on tire sur un bout de ficelle, et ben ça fait bouger l'ensemble. Quand on considère nos organisations, nos territoires, en fait, ce que fait chacun, chacune, les mouvements que chacun, chacune ont un impact sur l'ensemble. Dans l'imbrication, pour moi, j'ai vu ça l'autre jour, j'ai été scotchée, c'est aussi une imbrication dans le temps, ça veut dire qu'on est tous reliés aussi à nos ancêtres, et j'ai fait le calcul, donc à chaque génération, en fait, si on remonte nos générations, on a donc 2 parents, fois 2 en grands-parents, fois 2 encore en arrière-grands-parents. Si on remonte 32 générations, ça fait 4,3 milliards de personnes. Ça veut dire qu'on a forcément des ancêtres communs entre nous. Et pour moi, il y a cette notion donc d'imbrication dans l'espace, dans la réalité d'aujourd'hui, dans le présent, et aussi dans le temps, qui du coup fait qu'on ne peut pas penser nos systèmes en dehors de ça, en dehors de nos interconnexions. Et pour autant, on est chacun, chacune, là, un élément unique avec notre singularité. Donc ça, c'est la première caractéristique, c'est l'imbrication. Tout est interconnecté. Et quand je dis ça, c'est pas seulement les humains, c'est aussi le non-humain, et les territoires ruraux sont d'autant plus interconnectés en termes d'humains et de non-humains, parce que c'est là où il y a le plus de vie et de vivants. Donc, première caractéristique. Deuxième, c'est la notion de connectivité. Alors ça, c'est aussi un mot barbare, mais je vais vous la faire super simple. La connectivité, ça dit que dans les systèmes complexes vivants, ce qui fait le système, donc ce que produit le système, c'est pas tant la résultante de chacun des éléments, mais c'est la résultante des interactions entre les éléments. Encore plus simple, vous prenez une équipe de sport co, une équipe de foot, c'est pas parce que vous mettez les meilleurs joueurs du monde dans la même équipe que l'équipe va gagner. Donc ce que ça nous amène, la complexité et les environnements complexes dans lesquels on est, et là je rejoins, je pense, Damien beaucoup sur cette notion de relation, c'est de porter son regard pas tant sur les éléments, ou sur les événements, ou sur des projets, mais c'est comment ils interagissent entre eux. Donc on va avoir à porter notre regard sur le entre, pour fluidifier ça, pour permettre l'émergence. Et la troisième caractéristique, je viens de la nommer, c'est la caractéristique de l'émergence. C'est quelque chose qui est fondamental dans le vivant, et le vivant fonctionne que comme ça. Il n'évolue que par émergence. L'émergence, c'est la résultante des interactions. Et la caractéristique de l'émergence, c'est qu'elle n'est pas prévisible. Et ça, généralement, ça fait bugger nos cerveaux qui aiment bien
pas tout le monde, mais pour certains, certaines. Et puis, selon les cultures aussi, moi j'ai vécu à l'étranger, et la culture française valorise beaucoup cette capacité à réfléchir. On est intelligent quand on sait bien réfléchir. Et notre cerveau, il aime bien pouvoir anticiper, pouvoir prévoir, pouvoir décider, planifier à l'avance, etc. Or, le vivant, dont nous sommes partis, n'évolue que par émergence, et les nouvelles formes et les nouvelles structures n'apparaissent que de la résultante de nos interactions. Donc pour moi, c'est des principes qui sont importants à rappeler, parce que c'est pas des choses qu'il faut viser, ou c'est pas il faut faire, il faut pas faire, il faut qu'on développe ça, il faut pas qu'on le développe. C'est inhérent à notre constitution, à notre physiologie, mais aussi à notre constitution dans nos relations, dans notre façon d'interagir ensemble et avec le reste du monde vivant. Je voulais aussi dire un mot sur la notion de diversité, parce que tu en as parlé, Damien. Dans le vivant, la diversité, c'est ça qui permet la vie sur Terre. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de diversité, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Et la diversité, ça va aussi avec l'antagonisme. S'il n'y a pas d'antagonisme, il n'y a pas de vie sur Terre. Quand on regarde une réaction chimique entre deux éléments ne peut avoir lieu que s'il y a de l'antagonisme entre les deux éléments. C'est l'antagonisme qui fait qu'ils vont réagir et qu'ils vont créer quelque chose. Donc en sous-texte de ce que je partage là, ça veut dire que s'il n'y a pas d'antagonisme, il n'y a rien de nouveau qui peut se créer. Et donc, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais pour moi, c'est une des clés aussi, c'est de revaloriser l'antagonisme et de sortir de la dynamique qui est soit on essaye de tout lisser, donc tout le monde doit être d'accord, soit on va au clash parce que, un peu pour aller au clash, quoi. L'antagonisme, c'est là où réside toute la créativité et tout le potentiel de développement de la vie au sens propre comme au sens métaphorique. Donc ça, c'était les éléments que j'avais envie de partager. J'avais noté aussi autre chose. Tu parlais, t'as cité Augustin Blair qui dit « L'être se crée en créant son milieu ». Effectivement, c'est lié à l'imbrication. C'est qu'en fait, on fait à la fois partie de systèmes vivants et c'est aussi des systèmes vivants qui nous définissent. C'est-à-dire que nous, on les définit parce qu'on est acteur, actrice, mais ils nous définissent en retour. Et ça, c'est une autre propriété du vivant, c'est toujours la rétroaction, la boucle. Ce qu'on crée va générer quelque chose qui va en retour agir sur nous. Et ça, c'est aussi des choses fondamentales quand on considère l'habitabilité de nos territoires, comment on interagit au sein de nos territoires. Et je répète encore, je vais certainement le répéter souvent, mais pas que entre humains. Parce que, et encore plus dans les ruralités, on est défini par nos interactions humaines, mais on est défini aussi par nos interactions non humaines et réciproquement. Pour le moment, je peux en venir là, je pense. Merci beaucoup, Margot, pour ce premier regard que vous nous proposez. Ça fait presque la transition, parce qu'on voulait un deuxième rebond de ce temps d'échange qui était sur la question aujourd'hui des spécificités contemporaines, on va dire des ruralités. Comment, on l'a abordé un peu, mais en 2025, on a intérêt de penser ces ruralités par rapport à celles d'hier. Tu as commencé à ouvrir le débat ou à ouvrir le chantier, Damien, en essayant de revenir sur l'historicité de la manière dont on a représenté, ou en tout cas on a construit des politiques sur ces territoires ruraux, et on aimerait bien revenir sur cette dimension-là pour pouvoir un peu décrypter où on en est aujourd'hui par rapport à la réalité de ces diversités et ces ruralités qu'on connaît aujourd'hui, ou qu'on ne connaît pas d'ailleurs, pour pouvoir se dire où on en est et comment en fait la question de la diversité culturelle, de la complexité, peuvent aussi être des nouvelles manières de penser l'organisation des territoires. Du coup, on aimerait bien vous entendre à partir de cette réalité, on va dire, d'une contemporanéité, on va dire, des ruralités aujourd'hui. Peut-être Damien d'abord et puis ensuite Margot. Oui, merci beaucoup Alban. Alors peut-être comment évoluer les territoires ruraux. Bon, de manière plurielle, ça a bien été dit en introduction que chaque territoire rural a des spécificités. D'ailleurs, ça c'est bien vu dans les votes électoraux récemment. On pourrait penser que plus les territoires sont ruraux, plus les votes extrêmes peuvent être forts. La vérité, c'est qu'en Mayenne, par exemple, l'un des départements les plus ruraux de France, les extrêmes ont fait des scores très faibles, enfin l'extrême droite notamment. Pareil dans les Deux-Sèvres, là où dans des territoires très urbains, comme l'Hérault, par exemple, ils ont fait des scores très forts. Alors qu'est-ce qui explique ces différences ? C'est un peu l'histoire de ces territoires.
Je dirais quand même que si on essaie quand même de regarder la grande image, malgré cette pluralité qui est existante et qu'il faut épouser, il y a un peu, on peut résumer, à mon avis, les grandes politiques de développement qu'a porté la Ve République un peu à deux grands paradigmes qui marquent toujours les territoires, y compris les territoires ruraux. Le premier de ce paradigme qui se développe dès la révolution industrielle, mais il va vraiment, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, continuer à se déployer d'un territoire à l'autre. C'est ce qu'on a appelé un peu, nous, dans notre milieu, les avantages comparatifs. Vous savez, c'est cette idée de spécialiser chaque territoire dans une ou une poignée de filières d'excellence, que ce territoire sera le seul à avoir, partant du principe que ce faisant, ce territoire va pouvoir tirer son épingle du jeu sans faire concurrence à son propre voisin, qui lui sera spécialisé dans une autre filière. Et dans un pays centralisé comme la France, en fait, la plupart de ces filières ont été comme ça décidées dans les couloirs parisiens et parachutées d'un territoire à l'autre. On en parlait un petit peu hier. C'est comme ça que les sous-marins se sont retrouvés à Cherbourg, qu'Airbus et tout son écosystème s'est retrouvé à Toulouse, que la Bretagne se spécialise dans l'agroalimentaire, que les chantiers navaux se retrouvent à Toulon et Saint-Nazaire, etc. L'automobile majoritairement dans le Grand Est et tout. Alors cette théorie des avantages comparatifs, elle marche bien sur le papier, mais aujourd'hui, 70 ans plus tard, elle a deux limites qui nous reviennent un peu comme un boomerang au visage. La première de ces limites, c'est que ces industries, pensées depuis Paris, ont eu tendance à s'imposer sur des tissus relationnels jamais parfaits, antagonistes, comme disait Margot, à faire évoluer, mais qui en tout cas étaient des prises, des attaches pour ceux et celles qui vivaient sur place, des chemins d'émancipation. Et je pense que l'un des plus bels exemples pour illustrer ça, c'est la Bretagne. La Bretagne se spécialise dans l'agroalimentaire, accueille les industries de l'agroalimentaire française, en même temps que ses ports, Saint-Nazaire, Lorient et Brest, se spécialisent dans l'export de ces mêmes matières agricoles. La France étant excédentaire d'un point de vue agricole et exportant sur les marchés internationaux une partie de sa ferme, une partie de la ferme France. Vous connaissez la suite de l'histoire. Se développe en Bretagne un élevage intensif, hors sol. 90% de la viande de cochon qu'on consomme en France est produite en Bretagne. Qui n'a pas plus d'intérêt agronomique qu'à être là qu'ailleurs, puisque par définition c'est hors sol. On aurait pu le mettre partout ailleurs, cet élevage. Pourquoi on l'a mis en Bretagne? Pour la proximité avec les industries agroalimentaires et avec les ports. Les ports PORP. Et cet élevage très polluant, vous savez, provoque le problème, entre autres, des algues vertes sur le littoral breton, toxiques autant pour les humains que pour les non-humains. On voit bien là comment l'uniformité économique du développement d'un territoire crée des précarités sociales, économiques et écologiques sur du long terme. Et puis l'autre limite des avantages comparatifs, c'est que malheureusement elle a du mal à penser l'avenir, dans le sens où au fil du temps il y a des filières qui deviennent beaucoup plus compétitives que d'autres, et là on voulait que les territoires s'équilibrent au fil du temps, et sont aujourd'hui en concurrence à cause de ces spécialisations. Je ne sais pas si vous vous rappelez, lors de la réforme de 2015, de la loi NOTRe sous François Hollande, qui a fusionné des régions, Montpellier était monté au créneau en disant non mais attendez, on va être dans l'ombre de Toulouse, puisque hier vous avez donné plus de chance à Toulouse, et c'est vrai que l'écosystème d'Airbus crée plus de richesses, plus d'emplois, plus de PIB que les stations balnéaires du Languedoc-Roussillon. Alors ça a tendance à changer, Montpellier est une ville qui a explosé entre deux. Il y a quand même cette crainte, dans la fusion de Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, d'être dans l'ombre de Toulouse. Et puis en disant ça, et je pense qu'ici on est bien placé pour en parler, je pense aussi à tous ces territoires qui ont été spécialisés dans des filières qui n'existent plus du tout aujourd'hui. Je pense à mes grands-parents, les hommes du noir, les mineurs, je pense aux femmes du fil, le textile, je pense aux hommes du feu, la chaudronnerie dans le Grand Est. Aujourd'hui, c'est des territoires dans lesquels il y a des indicateurs de précarité très forts, car trop dépendants d'une filière qui n'a pas résisté au coup du temps. Juste vous dire, les exemples que je vous ai cités là, ils sont issus du passé. Mais il ne faut pas qu'on se méprenne. Les avantages comparatifs sont toujours très présents dans l'esprit des décideurs publics et dans la manière de penser l'aménagement du territoire. Sur les terres de l'Ouest, par exemple, chez nous, là, dans les pays de la Loire, beaucoup de communes rurales profitent du fait que les terres de l'Ouest, c'est un passage, justement, pour aller vers les ports. On n'est pas loin de la Normandie, on n'est pas loin de Bordeaux, on n'est pas loin de Paris, pour développer des entrepôts logistiques. Et misent, en fait, sur ces entrepôts logistiques pour créer la majorité de l'emploi d'un territoire. Il y en a plein en Normandie maintenant, des entrepôts logistiques. Ça commence à arriver fort en Sarthe, en Mayenne, en Loire-Atlantique, dans le pays de Redon, etc. Autre exemple, la ville de Vendôme. C'est une petite ville, mais qui dépend intrinsèquement de sa ruralité. Vous l'avez suivi, a voulu vendre son nom à Louis Vuitton en échange de l'accueil d'ateliers de maroquinerie sur son propre territoire, spécialisant en partie l'appareil productif de Vendôme autour de la marque Louis Vuitton.
Production qui, à 20 000 € le sac, ne concerne pas les gens qui vivent dans le Loir-et-Cher. Voilà. Et devinez pour combien la ville de Vendôme a voulu vendre son nom. Peut-être que certains d'entre vous connaissent la réponse. Pas cher du tout, ouais. Pour 10 000 €. Ouais, je te jure. Alors il n'y avait pas que ça dans l'équation, il y avait l'accueil d'ateliers de maroquinerie sur le territoire, mais on voit ces régimes de vassalité qui se créent dans les nouvelles filières économiques. Au nom de quoi? Au nom d'une spécialisation économique, d'une spécialisation du récit du territoire, partant du principe qu'en accueillant cette locomotive française qui est la mode et qui est Louis Vuitton, le territoire va pouvoir tirer son épingle du jeu. Mais ce faisant, on répète les erreurs du passé. Ces fameuses l'uniformité économique d'un territoire qui va créer des précarités. Voilà. Et très rapidement, deuxième évolution, à mon avis, des territoires, deuxième grande politique publique, au fond, c'est la métropolisation. Et qui a un impact majeur sur les territoires ruraux. Parce que ce qui caractérise la métropole, il faut bien l'avoir en tête, c'est pas simplement une ville qui s'agrandit sur elle-même, c'est la capacité qu'a cette ville à restructurer toutes les filières d'un territoire à partir de son propre centre. Avec pour risque, c'est pas toujours le cas, mais ça arrive souvent, de mettre en vassalité les autres types de territoires. Et ça, il y a un chiffre qui le montre bien, c'est les métropoles françaises, il y en a 15 ou 16 à l'heure où je vous parle. C'est à peu près, si je compte leur couronne périurbaine, 45% de la population française qui vit dans ces bassins métropolitains. Et pourtant, ces mêmes bassins métropolitains, c'est 83% de la création d'emplois chaque année, qui sont dans les limites administratives de ces bassins métropolitains. 45% de la population d'un côté, 83% de la création d'emplois de l'autre. On voit alors comment ça concentre et comment ça aspire. Et ça, c'est un impact aussi sur nos imaginaires, sur la culture et l'art. C'est que du coup, nos esprits se métropolisent un petit peu. Dans le sens où aujourd'hui, on a beau vivre à la campagne, on va avoir tendance à avoir le regard tourné vers la grande ville pour disposer de pas mal de biens et de services, mais aussi parce que c'est là où on va placer les récits du progrès, les récits de l'émancipation, les récits du cosmopolitisme. On pourra y revenir, mais ça peut être complètement mis en crise, hein, d'un point de vue scientifique, ces hypothèses. Mais je veux dire, cette dimension très urbaine, finalement, de nos évolutions, est aussi très travaillée par la fabrique des imaginaires dominantes. Il suffit d'aller au cinéma pour s'en rendre compte, c'est un exemple basique que j'utilise souvent, mais tous les films se passent dans les grandes villes. Et comme la France reste un pays centralisé, la plupart des films se passent à Paris ou dans sa proche banlieue. Qu'est-ce que ça crée? Ça peut paraître anecdotique dit comme ça, mais qu'est-ce que ça crée? Ça crée une non-représentation culturelle et démocratique de ce qui compose pourtant 80% des espaces français et au moins 50% de la population, comme je disais tout à l'heure. À mon avis, il y a un immense enjeu à rediversifier la fabrique des imaginaires, pour rediversifier aussi les capacités à s'approprier un territoire et à apporter des possibles. Et je finirai par là, ça me fait penser, vous savez, un très beau conte africain que j'ai appris en terre africaine. J'ai vécu là-bas, ça se voit pas trop, mais je suis franco-burkinabé. Voilà. Alors moi, je suis pas conteur, pardonnez-moi, mais je vais vous transmettre ce conte tel qu'il me vient, parce qu'il porte des enseignements géographiques et territoriaux. C'est un conte que j'aime dire à mes étudiants aussi. C'est que, bon voilà, c'est un étranger qui arrive dans un village pour la première fois et qui demande à un vieil homme assis là, un commerçant, dis-moi papa, comment sont les gens ici? C'est la première fois que je viens dans ce village. Et le vieil homme lui répond par une question. Il dit, dis-moi, comment étaient les gens dans le village d'où tu viens? Et l'étranger dit, ils étaient méchants et aigris, c'est pour ça que j'en suis parti de ce village. Le commerçant réfléchit un peu, il dit, écoute, tu trouveras les mêmes ici. Un peu plus tard, un deuxième étranger arrive dans ce même village, pareil pour la première fois. Il tombe sur le vieillard là et il dit, papa, ils sont comment les gens ici? C'est la première fois que je viens. De nouveau, le commerçant le questionne. Comment étaient les gens dans le village où tu viens? Et cette fois, le deuxième étranger, il dit, ils étaient bons et accueillants, j'y avais beaucoup d'amis, j'ai eu du mal à en partir. Le commerçant lui répond, écoute, tu trouveras exactement les mêmes ici. Et il y a un chamelier là, Peul, un nomade, qui faisait abreuver ses chameaux là, juste à côté. Il entend les deux conversations. Et aussitôt, le deuxième étranger parti, il se rapproche du vieil homme et il lui dit sous un ton de reproche, mais comment tu peux donner des réponses si différentes à la même question? Et le vieil homme lui dit tout simplement parce que chacun porte en lui son propre univers. Voilà. Cette phrase, elle est magnifique et je trouve que ça marche bien pour les territoires. Dans nos manières de les porter, dans nos manières de les penser, dans nos manières de les repeupler, comme je disais tout à l'heure, on est parfois limité que par les barrières qu'il y a au sein de nos propres imaginaires. Dynamiter ces barrières, quelque part, pour réouvrir les possibles. À mon avis, c'est le premier chemin de la relation dans les territoires, c'est le premier chemin de la création artistique et culturelle dans les territoires. J'embraye ? Tu rebondis? Oui, je peux rebondir. Oui, je vais rebondir un peu sur ce que tu viens de partager, parce que dans ce que tu partages, il y a beaucoup de conséquences de décisions prises par le passé.
Et pour moi, en fait, il y a cette notion de est-ce que les décisions qui ont été prises par le passé sont encore des décisions qui sont adaptées au contexte qu'on vit aujourd'hui. Et parfois, on a tendance à vivre et à continuer d'alimenter des choses sans se reposer la question un peu en permanence de quel est le contexte aujourd'hui, qu'est-ce qui a bougé, quelles sont les fluctuations, et qu'est-ce qu'on a envie à nouveau de poser comme nouvelles intentions. Et ça, c'est quelque chose, c'est vraiment les boucles de rétroaction des systèmes complexes. En fait, on pose une décision à un moment donné, on l'alimente, ça donne des conséquences, et parfois, en fait, on est, nous, là, en train de vivre des choses, on ne sait même plus à quoi c'était rattaché. Et donc, une des clés pour moi, pour naviguer dans des environnements complexes, c'est constamment d'avoir en tête, c'est quoi nos intentions ? Qu'est-ce qu'on cherche à faire ? Pourquoi, au sens de dans quoi ça s'enracine ? Et pourquoi, c'est quels sont les fruits qu'on en espère ? Et ça, c'est une des dimensions pour moi qui sont importantes, parce que ce que tu décris dans l'évolution des ruralités, dont moi je ne suis pas du tout experte, mais c'est ça en fait, c'est qu'en fait on est dans la suite de quelque chose dont on ne sait plus forcément d'où ça vient, ou alors si on sait encore d'où ça vient, on ne re-questionne pas est-ce que c'est toujours valide aujourd'hui. Et ça a des impacts énormes en termes de démographie, en termes de flux de personnes, et en termes du coup d'occupation des territoires, d'impact sur l'environnement, etc. Ça c'était une première remarque que j'avais envie de proposer. Je reviens aussi sur ce que tu dis, l'uniformité crée de la précarité. C'est un peu ce que je partageais tout à l'heure sur la diversité, c'est ça qui fait que la vie peut exister. Et Olivier Amand, qui parle de la notion de robustesse, dit aussi en fait que souvent la recherche de performance fait qu'on va standardiser, uniformiser, et ça crée de la fragilité. Et le vivant, lui, il est robuste quand il est justement varié, divers, et quand on est à l'aise avec le fait que ce soit imparfait, que ce soit redondant. Plus on est redondant, plus en fait on est stable, parce que s'il y a une fluctuation qui vient anéantir une partie du système, mais en fait le reste du système peut encore continuer à vivre. J'aime bien cette image, enfin c'est même pas une image d'ailleurs, il y a une expression qui parle des crapauds fous. Est-ce que vous savez ce que c'est que les crapauds fous ? Ça vous dit quelque chose ? Non. Les crapauds fous, en fait, les crapauds souvent se déplacent en bande, et les crapauds fous, c'est ceux qui bifurquent à un moment donné et qui prennent une autre direction. Ils sont très peu nombreux, mais c'est eux qui assurent la survie de l'espèce, parce qu'en fait, ceux qui se déplacent en bande, si à un moment donné, il y a une voiture qui passe ou il y a un prédateur qui arrive, etc., ils se font tous bouffer ou tous tués, et c'est grâce à ceux qui bifurquent que l'espèce peut perdurer. Et donc ça, pour moi, c'est une image, mais c'est quelque chose qui vient illustrer le fait que la diversité est importante et que l'expression des singularités aussi, personnelles et collectives, pour que la vie puisse perdurer à nouveau au sens propre comme au sens figuré du terme. Pour moi, ça vient aussi questionner à quel point est-ce qu'on s'est déconnecté ou est-ce qu'on est déconnecté de notre environnement. Alors dans les ruralités, j'ai la croyance qu'on l'est peut-être moins parce qu'on est face justement aux éléments, on va dire. Mais ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est est-ce qu'on sait encore pourquoi on fait les choses ? Et est-ce qu'on se questionne aussi sur est-ce qu'on fait les choses parce que ça répond à quelque chose dans notre environnement, ou est-ce qu'on fait les choses soit parce qu'on nous a dit de le faire, soit parce qu'on s'était dit il y a un moment qu'il fallait qu'on fasse ça. Sur le sujet des ruralités, donc je vous disais, je ne suis pas du tout experte de ça, mais par contre, avec un regard, on va dire, du vivant, les ruralités sont les endroits où il y a le plus de vie. C'est Baptiste Morisot qui disait quand un urbain va en campagne, il se dit « Ah, quel silence ! Enfin seul !» En fait, il se retrouve en minorité. Pour la petite anecdote, vous savez combien il y a de vers de terre à l'hectare ? Quel poids ? C'est 2 à 3 tonnes de vers de terre sur un hectare. Ça fait 250 000 vers de terre à peu près. J'ai lu aussi qu'il y avait plus de vaches en Meuse que d'habitants. Donc tout ça pour dire en fait c'est les espaces où il y a le plus de vie et donc le plus d'interaction, consciente ou non consciente, parce que le vivant il s'en fout que ce soit conscient, consciente ou non consciente, et donc le plus de possibilités en fait de création de choses nouvelles. Et ça pour moi c'est quelque chose qui me semble important de souligner, parce que le vivant lui va toujours dans la complexification et dans la notion d'abondance. Et les choses nouvelles peuvent émerger parce qu'il y a interaction, parce qu'il y a des connexions. Donc pour moi, c'est des territoires qui, moi, personnellement, me fascinent. Moi, j'habite à la campagne, en lisière, parce que, justement, il y a tout ce potentiel, en fait, de nouveau et de vie qui se crée. Et la dernière chose que j'avais envie de partager, c'est la notion des marges. Donc je sais que j'imagine que c'est pas forcément un mot qui est toujours bien reçu, bien entendu, la notion des marges. Mais il faut savoir que dans le vivant, c'est par les marges que les changements arrivent.
pas par volonté, mais juste par, on va dire, structurellement, quoi. Il y a cette image des vols des tourneaux, où, vous savez, c'est des oiseaux qui volent en bande, qui font des formes incroyables dans le ciel. En fait, ceux qui impulsent le changement de direction, c'est pas comme ça pour que ça fasse joli pour les humains, mais c'est parce qu'en fait, ils répondent en fait à des fluctuations dans l'environnement, et ceux qui impulsent les changements de mouvement, c'est les oiseaux qui sont sur les bords. Parce que c'est eux qui voient, c'est eux qui ressentent, donc les courants d'air chaud-froid, les prédateurs, les obstacles, etc. Ceux qui sont au cœur du système, c'est ceux qui sont le plus protégés, c'est pas eux qui vont bouger en premier. C'est ceux qui sont le plus en prise aux fluctuations. Et donc pour moi, si je fais une analogie qui est en fait physiquement quand même une réalité, les ruralités, tous les espaces en fait en lisière sont des espaces qui vont être sensibles aux fluctuations et qui vont pouvoir en fait s'adapter et influer et influencer le mouvement des autres espaces. Et enfin, donc, cette notion de marge, cette notion de lisière, elle est aussi super importante dans le vivant parce que c'est des espaces qui sont extrêmement fertiles, on va dire. Quand vous regardez deux écosystèmes qui se rencontrent, par exemple une prairie et une forêt, à la lisière entre la prairie et la forêt, il y a un troisième écosystème qui se forme, qui profite à la fois des conditions du premier, du deuxième, mais qui va créer encore plus de diversité. Donc pour moi, c'est aussi quelque chose qui peut être réfléchi dans les espaces qu'on habite, c'est des espaces qui sont en lisière, comme par exemple celui-ci. Comment est-ce qu'ils profitent des conditions de la ville, qui profitent des conditions de la campagne moins dense, pour créer des choses nouvelles. Et voilà, j'avais envie de partager ça en lien avec cette notion de ruralité et rebondir sur ce que tu as dit. Merci. Vous nous apportez vraiment beaucoup de notions et de décryptage. C'est vrai que Damien, tu nous apportais une dimension aussi économique à la question de la diversité. Je pense qu'il y a un élément aussi important et une dimension qu'on ne prend pas toujours suffisamment en compte. Qu'on essaye aussi, nous, de décrypter au niveau du fisc, dans nos apports autour des formes d'économie sociale et solidaire. Et c'est vrai que je ne connaissais pas l'histoire de Vendôme, mais ça me rappelle Les Furtifs d'Alain Damasio, qui porte, donc roman de science-fiction, qui porte un peu cette logique dystopique où en effet la les ville villes... s'appelle Orange. Voilà, exactement, la ville s'appelle Orange et a été rachetée par les grandes entreprises multinationales qui, en effet, en décident du sens et de l'organisation, comme tu l'indiquait Margot, qui à un moment donné décide de ce sens et cette orientation, et comment est-ce qu'on pense les aspects démocratiques, mais on pourrait aussi se poser la question parfois dans nos écosystèmes culturels où on voit par exemple qu'on est dans des formes parfois de concurrence territoriale sur l'attractivité par la culture ou des concentrations financières sur par exemple des grands festivals dont on ne sait plus exactement s'ils sont plutôt à la main de grandes entreprises multinationales et avec une vision portée sur leur orientation culturelle propre, ou si elles émergent, ou si ce sont des actions ou des soutiens qui doivent plutôt aller à l'émergence territoriale et à la capacité des habitants et des habitantes de faire ressources culturelles sur leur territoire. Donc on voit bien qu'on est aussi, nous, à la configuration de deux possibilités aussi d'organisation d'une économie de la diversité culturelle. Parce que peut-être aussi ce qui est marquant dans vos deux propositions, c'est cette diversité autour de la question de la marge et du centre, peut-être ce qui est considéré de manière un peu structurelle, mais qui parfois aussi se normalise, et la question des marges fertiles, qui apportent aussi des formes de bifurcation ou de transition nécessaires. Mais alors comment les organiser dans la solidarité ? Puisque évidemment, une des questions que tu portais, c'est la question de la précarisation aujourd'hui potentiellement sur les territoires. Donc si on doit penser la possibilité de faire vivre la diversité culturelle pour dire le sens, pour dire la démocratie, pour dire l'habitabilité des territoires ensemble, comment aussi la construire dans des formes de solidarité et peut-être là, vous interroger sur les formes un peu pratiques, des illustrations aussi d'expériences que vous avez pu lire, auxquelles vous avez peut-être participé,
ou en tout cas qui vous ont intéressé aussi à regarder, pour justement essayer de dresser des projets ancrés sur les territoires qui justement font autrement écosystème, font peut-être autrement solidarité et permettent de favoriser ces formes de diversité. Est-ce que, voilà, peut-être vous pouvez un peu nous parler de ces expériences concrètes que vous avez pu vivre. Je veux bien démarrer. Après les expériences concrètes, je pense que vous en connaissez toutes et tous et peut-être vous aurez des apports aussi par la suite. Mais sur cette notion de comment faire, moi j'ai une vision assez simpliste qui est, en fait, si on se souvient qu'on est des êtres vivants, et de se rappeler en fait de ces principes de fonctionnement, c'est-à-dire que on est, qu'on le veuille ou non, interconnecté. Pour moi, ce qui va manquer la plupart du temps dans les organisations que j'ai pu accompagner, c'est pas tant qu'ils n'ont pas les bons outils, qu'ils n'ont pas la bonne gouvernance, etc. C'est qu'en fait, ils savent plus pourquoi ils sont ensemble. Et donc pour moi, la première chose, c'est déjà, donc c'est pas tant de recréer des connexions, etc. forcément par la volonté, mais c'est déjà de se dire, d'observer son environnement, son contexte, qu'il soit, on va dire, physique, intellectuel, social, peu importe, mais d'observer. Et ensuite de se dire finalement quels sont nos besoins, quelles sont nos envies, individuellement et collectivement, hein, c'est valable pour les deux, mais déjà ça peut commencer personnellement, c'est quoi mes besoins, c'est quoi les besoins que j'observe et c'est quoi mes envies. Et ensuite de formuler une intention. L'intention, c'est pas un objectif, c'est pas de se dire dans 5 ans on veut que ça se soit fait, ou il faut qu'à la fin de l'année on ait fait X spectacle ou je ne sais quoi. C'est vraiment un cap, plus à l'image des explorateurs, ils partaient, ils se disaient bon bah on va vers l'ouest et on s'outille pour garder le cap. Et pour moi, cette clé de poser des intentions et de se rassembler autour des intentions. Et peut-être que vous ferez l'exercice en partie cet après-midi, hein, mais vous allez vous rendre compte que vous vous rassemblez autour d'intentions communes. Et ça, c'est une encre. Et c'est pas une encre qui plombe, c'est une encre qui rassemble les énergies et qui permet de donner du sens, au sens de la presque philosophique, mais aussi une direction, et qui condense les énergies autour de projets communs. Ça, pour moi, c'est la dynamique un peu... comment dire, si on revient à notre essence, hein, c'est pas une question de morale ou de conviction, hein, la notion de principe du vivant, mais si on revient à ça, c'est ça qui rassemble et c'est ça qui énergise aussi. Et souvent, ça permet ensuite d'aller chercher non pas plein de ressources, mais des ressources adaptées par rapport à l'intention qu'on a. Donc ça, ce serait une première clé pour moi, cette notion d'intention commune, et ensuite de soigner les relations. Parce que souvent, les projets collectifs, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi et je serais heureuse d'avoir d'autres sons de cloche, mais de ce que j'ai pu observer, souvent les projets collectifs, ils ne fonctionnent pas pour des raisons, soit que l'intention n'est plus claire et donc tout le monde s'est dispersé, soit parce qu'il y a des problèmes relationnels. Et donc soigner les relations, ça veut dire accorder de l'importance justement à ce qu'il y a entre, donc à ce qui se passe entre nous en tant qu'humains, mais aussi les relations avec notre territoire, avec notre environnement si on agit sur ces espaces-là. Et soigner, ça veut dire valoriser toutes les personnes qui ont des rôles d'intermédiaires. Donc ça peut être des personnes qui sont des médiateurs, des médiatrices, professionnelles ou non, mais toutes les personnes qui vont mettre de l'huile dans les rouages, qui vont fluidifier la circulation des informations, la circulation de l'énergie entre les personnes. Tout ça, c'est souvent des personnes qui... On se rend compte qu'elles sont importantes quand elles sont pas là. Mais quand elles sont là, en fait, tout est normal, quoi. Donc, intention commune, soigner la relation, et puis ensuite, bien sûr, il y a toute cette question de ressources. Je ne suis pas compétente pour parler de ça, et j'imagine que dans le monde culturel, les ressources se font rares, et donc du coup, bien sûr que c'est aussi c'est une forme d'énergie, en fait, qui va venir énergiser les projets, qui va venir permettre de réaliser des choses. Et après, en termes d'initiatives concrètes, moi, j'en ai vu un certain nombre, mais je pense que vous êtes vraiment plus en prise avec ça au quotidien. Mais il y a plein d'initiatives de différents ordres, des initiatives de transmission, je trouve ça super intéressant. Après, dans ma région, il y a un truc qui s'appelle l'outil en main, qui sont des ateliers d'apprentissage pour des enfants qui sont animés par des retraités. Mais ça va de réparer son vélo à faire de la forge, à faire de l'électricité, etc. Il y a des initiatives aussi qui sont des initiatives d'information. En Vendée, il y a un média qui s'appelle Demain Vendée, qui est un média indépendant et qui partage autour toutes les initiatives positives du territoire. Et c'est aussi un espace de mise en réseau des acteurs du territoire, donc ils organisent des soirées réseau régulièrement pour que les gens se rencontrent. Il y a des lieux aussi, les tiers-lieux,
Il y a des événements, des festivals, et puis aussi chez moi il y a beaucoup de... Donc j'habite dans le Maine-et-Loire, en Anjou, il y a beaucoup de chantiers participatifs aussi qui se créent en lien avec, pour recréer du lien avec aussi le non-humain, donc des chantiers de plantation, plein de balades, de pédagogiques, etc. Et il y en a aussi qui font de la mise en réseau au niveau national. Il y a une association qui s'appelle Semeurs de forêt, qui rachète des terres en déprise agricole pour... tu connais ? Ouais. Pour replanter des arbres et ensuite sanctuariser. Sanctuariser, c'est-à-dire qu'on laisse le vivant en fait se développer. Et la raison pour laquelle ils plantent des arbres, c'est pour permettre de relancer un peu la biodiversité, mais c'est aussi pour faire des chantiers pédagogiques pour parler en fait autour de ça, de comment est-ce qu'on peut recréer du lien entre les différents règnes, végétal, animal, humain, et puis aussi la nécessité de recréer des microcycles de l'eau au niveau local pour contrer les effets de la crise du climat. Tu parlais de tout à l'eau, en fait, ça c'est juste un aparté, mais je trouve ça intéressant. L'eau, en fait, a été beaucoup gérée pour qu'elle aille le plus vite possible à l'océan. Donc on a des terres qui n'absorbent pas l'eau, qui n'infiltrent pas l'eau. L'eau ruisselle, va dans les fossés vont dans les tuyaux, et tout ça, ça va le plus vite possible à l'océan. Donc ça fait des grands cycles de l'eau. Donc l'eau se retrouve dans l'océan, elle s'évapore, elle revient sur les terres, etc. Mais ce dont on va manquer, c'est des microcycles de l'eau au niveau local. Donc il y a un enjeu énorme en fait de retenir l'eau là où elle tombe, pour le dire vite. Et donc ça, les agriculteurs sont bien sûr impliqués, mais aussi les collectivités. Comment on réfléchit aussi au niveau du bassin versant, pas qu'au niveau de nos parcelles. Le bassin versant, c'est tout l'espace qui va amener l'eau dans un cours d'eau particulier. Donc voilà, je me suis un peu égarée sur l'histoire de l'eau, mais en tout cas, des initiatives concrètes, il y en a plein. Pour moi, retenir le fait de se poser la question de on a besoin de quoi, c'est quoi nos envies, pour converger autour d'intentions communes qui sont formulées, et c'est pas parce qu'elles ont été formulées une fois qu'elles sont vraies pour toujours, c'est tout le temps à revisiter, pour s'assurer qu'on est tout le temps en prise avec la réalité. En prise avec la réalité, ça veut dire qu'on se repose la question de est-ce que nos décisions sont justes par rapport au contexte. Et les fluctuations, elles sont extrêmement nombreuses et extrêmement fréquentes. Donc, est-ce qu'on est toujours juste dans nos décisions par rapport au contexte qui évolue ? Sinon, on reste dans une espèce d'illusion de pouvoir maîtriser, contrôler, c'est parce qu'on a décidé que ça va se passer, etc. Or, on ne vit plus dans un monde comme ça. On ne vit plus dans un monde prédictif. Une question encore pour Margot. Enfin, je pense que l'enjeu des microcycles locaux nous parle aussi beaucoup d'un point de vue culturel, parce que ce que tu décrivais aussi, et ce que Damien avait aussi apporté sur la question de la transmission sur les territoires, sur comment les habitants et les familles, les communautés vont aussi faire vivre ces ressources culturelles, les transmettre, les développer, etc. Donc je pense qu'il y a là quelque chose de l'ordre de la métaphore qui est extrêmement intéressant. Mais je voulais juste peut-être parce que la question de prendre soin de l'autre, prendre soin de la relation, c'est quelque chose qui nous anime aussi beaucoup en termes de réflexion, mais aussi dans des formes où nos initiatives sont très souvent prises aux mains de contraintes qui font qu'on est dans une fuite en avant des actions. Je parlais tout à l'heure d'accélération du temps, mais je pense que beaucoup pourraient témoigner du fait que nos associations sont appelées à faire des actions toujours un peu périmétrées, avec des résultats attendus, et que de fait, cette question de la relation qui devrait être au centre est de plus en plus abîmée. Et voilà, si tu avais peut-être en 30 secondes, une minute, 2 éléments clés de la prise de soin à nous confier, quels seraient un peu ces éléments ? Ce que ça m'évoque, ce que tu dis, c'est en fait, cette notion d'accélération et d'être toujours dans l'action, en fait, c'est une incompréhension ou un malentendu de comment on fonctionne réellement. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce qui fait les systèmes, c'est la connexion entre les éléments. Et donc si on se dit non, ce qui est le plus important, c'est de faire et d'arriver à ce qu'on s'était dit, au détriment de poser ce regard sur cette relation, en fait, quelque part, on se fourvoie, on s'auto-tire des balles dans le pied, parce que du coup, on passe à côté de qu'est-ce qui fait que le projet est faisable. Donc pour moi, c'est de revenir à comment ça fonctionne réellement,
plutôt que comment on pense ou qu'on aimerait que ça fonctionne. Et il y a beaucoup d'organisations qui fonctionnent comme ça. Chaque élément a sa place, très compétent, ils foncent. Mais en fait, ça donne pas ce qu'il faut, ou alors ça crée ça crée beaucoup de souffrance au travail, ça crée du burn-out, ça crée tout ça, parce qu'on n'a pas compris qu'en fait, c'est les relations qui font le système, que c'est les relations qui font les projets. Et il y a aussi un deuxième élément qui est la notion de rythme, qui est aussi un des principes du vivant. Le vivant est soumis à des rythmes. Il y a le cycle des saisons que tout le monde connaît, il y a le cycle de la lune que tout le monde connaît, et on a aussi nos propres rythmes intérieurs. Et en fait, à vouloir être tout le temps, je caricature, mais le pied sur le pied au plancher, quoi, c'est aussi une forme d'illusion qu'on entretient, de se dire, en fait, on ne fait pas partie du vivant. Nous, on est un peu au-dessus de ces principes-là, et nous, pied au plancher, ça va. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui, je ne sais plus quels sont les chiffres du burn-out, mais c'est monstrueux, que en fait, on est face à nos propres illusions. Et donc, pour moi, il y a vraiment ce truc de rappel à l'ordre. On est des êtres vivants, on a des corps physiologiques vivants, et on est dépendant de ces principes-là. Et donc, mieux on va les reconscientiser, les connaître, mieux on va pouvoir accepter ces principes-là de oui, ce sont les relations qui font les systèmes, et oui, on a nos propres rythmes, et donc à un moment donné... mais ça demande une forme de... Enfin, c'est une forme de... C'est même pas de la résistance, ça peut être perçu comme de la résistance, mais en fait, c'est simplement un retour à notre propre nature, quoi. Du coup, sur les exemples, déjà vous dire, c'est quelque chose que j'avais dit hier après la projection, mais comme tout le monde n'était pas là, je me permets de le redire. Je pense qu'on serait bien inspiré, entre guillemets, de parler autrement un peu de l'appartenance territoriale. D'ailleurs, c'est le sujet qui divise, hein, vous savez, dans les territoires, mais parce qu'il est mal approché. Je crois que déjà, l'appartenance, c'est un universel. On a tous un rapport à la terre, qu'on soit issu d'un milieu ou qu'on vienne d'y arriver. Il y a Nkrumah, là, un indépendantiste ghanéen, qui disait ça. Il disait, on n'est pas africain parce qu'on a grandi en Afrique, mais parce que l'Afrique grandit en nous. Voilà, la phrase est magnifique. Et elle marche bien pour chaque type de territoire, à mon avis. On appartient à un lieu, non pas parce qu'on a 3 générations au cimetière, mais parce que ce lieu inspire nos pas au quotidien. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit. Et je pense qu'il faut dire après, c'est de se dire que l'appartenance, c'est pas un chemin tout rose. En fait, c'est même... dans notre dernier livre, là, on dit ça, c'est un champ de bataille intérieur, comme disait Margot. C'est un tiraillement permanent. Vous savez, ce tiraillement entre le territoire tel qu'on le fantasme, tel qu'on l'imagine, tel qu'il est vraiment, tel qu'il évolue, entre les amis qu'on rêve et les amis qu'on a, entre ce qu'on imagine pour notre vie en termes d'évolution et finalement nos tâches quotidiennes qui sont très anodines. Voilà. Et vous savez, ce tiraillement, c'est ce qui nous fait dire dans le territoire dans lequel on vit, presque la même journée, hein, ce territoire, je l'aime, je vais le porter jusqu'au bout. Et qui nous fait dire juste après, putain, qu'est-ce que je fous là, demain je pars. Voilà. Vous avez tous ressenti ça, c'est un universel. Moi, au début, j'avais du mal, personnellement. Hein. Moi, j'ai repris la maison de ma grand-mère, dans le sud de la Sarthe, après avoir vécu à Brisbane, à Paris et à Abidjan, dans des grandes mégalopoles du monde. Hein. Et j'étais pas très à l'aise avec ce tiraillement que je ressentais, bien sûr, comme tout le monde. Mais en fait, aujourd'hui, je pense qu'il est très sain, ce tiraillement. C'est justement quand on le ressent qu'on appartient à un territoire. Quand on ne ressent pas ce tiraillement, on n'appartient pas à un territoire, on n'arrive pas à en comprendre la complexité. C'est un peu ce que je disais hier, ne pas avoir ce tiraillement, c'est passer 2 semaines en Corse, avoir adoré et dire oh, je pourrais y rester toute ma vie. Mais c'est mal comprendre toute la complexité qui traverse la Corse. Ou c'est au contraire, on s'est tous déjà dit, hein, moi le premier, hein, on traverse un village comme ça sur la route, et on se dit oulala, je plains ceux qui sont là. Vous voyez ce que je veux dire ? Bah ça c'est pareil, on n'arrive pas à voir les bonheurs qui passent dans ce village, on n'arrive pas à en comprendre la complexité. Quand on comprend la complexité, on appartient à un lieu. Et voilà, trouver des chemins de dialogue, mettre des mots sur cette appartenance, cultiver des récits et donc des opportunités, je pense que ça ferait tomber bien des masques et ça participerait à une meilleure qualité de l'agora publique, qu'on soit de droite comme de gauche, pour le dire vite. D'ailleurs, je le savais déjà en tant que géographe, mais je veux dire, ça m'a ressauté un peu au visage depuis que je suis retourné en Sud-Sarthe, c'est que il y a une différence majeure, presque caricaturale, hein, entre les débats politiques sur la scène un peu nationale, quoi, et ce qui anime les gens à l'échelle locale. Ouais, je vais le dire vite, je vais prendre un cas un peu provocateur, je vais le faire exprès. Le wokisme, on entend beaucoup parler. Bon, je suis pas sûr de savoir trop bien ce que c'est toujours. Si c'est affirmer une identité individuelle, ça existe depuis l'époque celte en France, hein, juste pour info. Mais bon, quand bien même ce serait autre chose.
Personne parle de ça en Sud-Sarthe. Et peu importe, à l'école, ça je le vois, quand j'emmène mes enfants à l'école. Peu importe de savoir qui a les cheveux bleus ou roses, qui est tatoué ou pas, qui est en costard-cravate ou qui est en tenue d'agriculteur. C'est pas ça qui va faire ton intégration au village. Ce qui va faire ton intégration au village, c'est est-ce que tu es à l'écoute des gens, est-ce que tu es dans le lien, qui c'est qui se lève à 5h du matin pour aider le jour de la brocante. C'est ça qui crée en fait les réseaux d'appartenance. C'est la valeur travail aussi. Mais la valeur travail, pas qui a le CDI, mais voir les gens qui transpirent un petit peu. Je vous donne un exemple très simple, personnel, qui n'est pas forcément représentatif. C'est que moi, j'ai repris la maison de ma grand-mère. C'est une maison des années 80, vous savez, qui n'a pas beaucoup de charme. Mais le truc qu'on porte, c'est qu'on essaie de la réintégrer au paysage, sans la maquiller, sans faire genre c'est une vieille maison, c'en est pas une. Donc voilà, c'est ça un peu notre démarche. Et je peux vous dire que j'ai des voisins, je peux vous dire ils sont pas écolos. Hein. Donc voir réintégrer une maison au paysage avec du bois, du bardeau de châtaignier, un crépi pastel inspiré des anciens crépis du Maine, etc. C'est pas ce qui touche leur sensibilité. Par contre, ils sont venus nous féliciter à plusieurs reprises. Et pourquoi ? Parce qu'ils nous ont vu mouiller le maillot, quoi. Ils nous ont vu tous les week-ends passer du temps à mettre des bardeaux de châtaignier, etc. La valeur travail. Voilà, se dire on transpire ensemble dans un territoire, on parle de nos difficultés communes, c'est quelque chose qui apparaît dans l'émission. Voilà. Ça, c'est la première étape, à mon avis. Voilà. Reparler de l'appartenance en des termes sains, en des termes universels, pour essayer de cheminer vers les chemins de la réconciliation. Et lorsqu'on fait ça, ça réouvre des opportunités. Et j'arrive à un cas concret, peut-être, j'en aurai plusieurs à vous citer, mais peut-être prendre celui-là. Il est impressionnant, mais il est inspirant. Voilà, sans aller nous-mêmes à cette échelle. Je pense il témoigne d'une méthode. En fait, c'est ça qui est intéressant. Il témoigne d'une méthode. C'est l'exemple de Los Anguel, que vous connaissez sûrement, dans le nord de la France, dans l'ancien bassin houlier du nord de la France, donc un territoire précaire. Dans les années 90, si ma mémoire est bonne, il y a une association de naturalistes qui aimait marcher aux alentours des anciens terrils où la végétation reprenait petit à petit ses droits. Les terrils, vous savez, c'est les montagnes de poussière de charbon extraites des mines, voilà, qui forment comme des monticules maintenant, où la végétation reprend ses droits. Et il s'est avéré que cette même association de naturalistes a vu un petit oiseau, anodin comme ça, vu avec les yeux, mais rare et protégé à l'échelle européenne. Ils se sont dit, mais là on est face à quelque chose d'incroyable sur les terrils. C'est une rencontre entre notre histoire industrielle, entre la labeur de nos aînés et le fait que petit à petit la nature reprenne ses droits, qui amène une biodiversité exceptionnelle sur ce territoire. Une rencontre entre l'humain et un lieu, entre l'histoire industrielle, permet à cet oiseau aujourd'hui d'être là. Ils ont entamé une démarche, pas n'importe laquelle, celle de classer le bassin houlier du nord de la France à l'UNESCO, comme patrimoine de culture et de nature. Du coup. Et ça a été accepté. Aujourd'hui, le bassin houlier du nord de la France est patrimoine mondial de l'humanité à l'UNESCO. Je ne sais pas si vous imaginez le symbole que ça a envoyé à la population. Car dans les sites un peu fabriqués par l'humain, valorisés à l'UNESCO, historiquement, c'est que des sites issus de la royauté ou de la bourgeoisie française. C'est le château d'Amboise, c'est Versailles, c'est le canal du Midi, par exemple. Enfin, c'est des sites comme ça. C'est la première fois de l'histoire qu'il y a un site fabriqué par le prolétariat qui a ce fameux label, patrimoine mondial l'UNESCO. Le symbole que ça envoie localement, c'est que l'histoire des mineurs est l'égale de celle des rois. Et ça change tout pour ceux et celles qui vivent sur place. Ça crée un récit collectif qui permet différents chemins d'appropriation, un récit qui n'est pas uniformisant, voilà, qui a permis de créer des opportunités. Notamment, il y a toute une série d'entreprises à Los Angeles, alors c'est des petites entreprises, d'accord, mais qui ont permis de créer d'emplois, qui créent un petit peu de PIB, et le président de cette association naturaliste, d'ailleurs, est devenu maire de Los Angeles. Voilà. Qui est un maire écolo, il s'avère qu'il a sa carte chez les écolos, dans un territoire où il y a des députés RN. Voilà. Vous voyez un peu la différence de ce qui se passe à Los Angeles. Alors le paradoxe, c'est qu'à Los Angeles aussi, aux dernières élections, le RN était en tête. Voilà. Ça montre la différence de comportement aussi à l'échelle locale et à l'échelle nationale. Mais en tout cas, il y a eu un récit. Tout n'a pas été soigné à Los Angeles. Ça reste une ville précaire. Mais en tout cas, il y a eu un récit qui a entamé des démarches et qui a libéré des opportunités. À mon avis, c'est cette méthode qui compte, c'est relever un récit qui n'est pas uniformisant, qui permet différentes prises d'appropriation et qui permet à des gens, à partir de ce récit, de recréer des opportunités. Ça, c'est un truc à une moindre échelle aussi que j'ai vu un petit peu dans ma commune, dans mon village. Ça va vous paraître très anecdotique ce que je vais vous dire, mais à mon avis, c'est la même chose qu'à Los Angeles, à une échelle beaucoup plus modeste. On a fait une exposition photo. J'avais invité une amie photographe de Nantes, Even Merle, voilà, pour lui rendre un peu hommage. On a photographié les visages du territoire et les lieux de notre commune.
On passait beaucoup de temps avec les gens pour écouter leur histoire, au moins 1 heure avec les personnes. Et ça jouait sur la manière dont, ce qu'ils nous avaient dit, sur la manière dont Even les prenait en photo. Arrive le jour de l'exposition. Je dis à Even, écoute Even, nous on est un petit village, hein, si on a 30 personnes, je serais content quoi. 1300 habitants notre village. Si on a 30 personnes, c'est pas mal pour 1300 habitants. Et tenez-vous bien, on en a eu 160 personnes. Alors même qu'on voulait que cette exposition soit un moment de lien, du coup c'était juste pendant 2 heures, un jour, il fallait vraiment le vouloir quoi. Il fallait réserver son dimanche, être sur la commune ce jour-là, etc. Et je m'étais dit, qu'est-ce qui a fait ce succès ? La réflexion qui est très organique, hein, je vous dis ça, j'ai pas fait d'enquête scientifique sur ça, c'est juste mon ressenti quoi. À mon avis, c'est pas le médium, les expositions photos, c'est pas moi ou Even, à mon avis, c'est vraiment la méthode. C'est passer du temps avec les gens, qui a joué sur la production, c'est valoriser des visages et des lieux du territoire que les gens venaient voir. Voilà. Au fond, sur quoi on a joué ? On a joué sur le fait qu'on a tous au fond du cœur un très vieux paysage, et qu'on cultive des liens d'usage et d'affection avec les lieux dans lesquels on habite. Cette exposition photo a cherché à dévoiler ces liens d'usage et d'affection, et partant à essayer de se projeter ensemble dans le futur. Voilà, ça rejoint un peu ce qu'a fait Los Angeles à une échelle beaucoup plus large, bien sûr, avec beaucoup plus d'ambition. Donc à mon avis, là est un petit peu la méthode. Merci. On voit le temps qui passe, et en fait on s'était dit qu'il y avait une quatrième séquence qui était plutôt ce que tu viens d'évoquer, en fait, que vous venez d'évoquer, une dimension un peu de prospective et de mise en désir d'enjeux d'avenir, on va dire ça comme ça. Et on se disait en aparté avec Patricia, ça pourrait être pas mal de pouvoir avoir un temps par rapport à cette séquence-là, ce moment un peu plus qu'est-ce qu'on a envie de dire et de raconter dans un futur plus désirable, d'avoir un temps de regard collectif, de regard croisé, de questionnement, et de pouvoir interpeller soit Margot ou Damien, et éventuellement vous interpeller aussi par rapport à vos propres expériences. Et voilà, donc on se dit que c'est pas mal de pouvoir prendre 20 minutes, c'est ça, hein, à peu près ça, 20 minutes d'échange avec vous, si vous le souhaitez, qui pourrait permettre de pouvoir apporter des compléments ou des regards croisés avec ce qui a été apporté pendant 1 heure là. Ça vous va comme méthode ? Vous dormez pas, ça va ? Le plus dur c'est de commencer, mais c'est vrai que je vous prends un peu à chaud. J'imagine que on peut laisser un petit temps de silence aussi, c'est bien. Bonjour, merci. Moi c'est Jean-Marc, je travaille au mouvement associatif et j'étais invité, je vous remercie beaucoup. Mais bon, c'est pas du tout à ce titre-là que j'ai envie de réagir, plutôt pour vous parler de comment je vis un peu ces questions de lien au territoire rural, la dimension culturelle de tout ça. Alors moi j'ai grandi en Anjou, mais en fait je vis à Paris depuis plus de 15 ans. Et depuis quelques années, j'ai un ancrage dans les Deux-Sèvres, dans le sud Deux-Sèvres, du côté du conflit des méga-bassines, à la lisière du Marais Poitevin et de la plaine céréalière, que tout le monde connaît, je pense, depuis la guerre de Sainte-Soline. Et je voulais juste partager le travail d'une association locale qui a choisi, donc, dans un territoire qui vit quand même de l'agriculture, mais aussi pas mal du tourisme, de faire une contre-saison culturelle, donc de proposer des cycles de rencontres, de spectacles, de concerts en hors saison, de façon itinérante, c'est-à-dire qu'ils investissent des fermes, des maisons, enfin des habitations, et aussi des salles communales, voilà, de façon vraiment itinérante et en prenant le contre-pied de l'offre culturelle dominante. Et voilà, pour moi, en tout cas, c'est de cette manière que ça fait écho sur comment on peut réinventer une activité culturelle, qui n'est pas forcément sous la forme d'une offre, parce que c'est basé sur la co-construction avec les habitants de chaque lieu qui accueille. Merci Jean-Marc. Est-ce qu'il y a d'autres partages d'expériences ou de remarques ou même de questions que vous auriez par rapport à ce temps ? Alors ici et ensuite Sébastien.
Oui, bonjour à tous. Moi, c'est pour partager mon expérience actuelle. Moi, je représente la compagnie Bashi Bouzou Production et je suis actuellement en tournée ici dans le Grand Est. Et ça fait 3 semaines maintenant que je suis ici sur 3 départements. En fait, c'est une structure qui est venue voir notre travail sur un grand festival, qui a décidé de programmer ce spectacle, qui est un spectacle très jeune public. Mais en tout cas, l'expérience, elle est assez extraordinaire parce que ça se fait jamais, en fait, dans notre métier, d'être un mois sur un même territoire. Parce que là, je repars mardi prochain. Et en fait, il y a des séries d'ateliers en milieu scolaire. Et il y a aussi des représentations en milieu scolaire. Mais surtout, il y a à chaque fois, une rencontre avec des gens qui nous logent. Moi, j'en suis à ma 5e famille, je crois. Le midi, je mange chez d'autres gens. Et en fait, c'est un vrai lien en fait, sur tout le territoire. En fait, je suis en train de partager ma vie, mais celle des autres, en fait, on parle plus souvent d'ailleurs de ce que font ces gens chez qui je suis logé. Et j'ai rencontré de tout. Alors, évidemment, des professeurs des écoles, mais aussi un agriculteur qui a 300 vaches, je sais plus, mais un écologue. Et à chaque fois, c'est des expériences. J'ai même fait un samedi participatif pour aller enlever des clôtures dans un ruisseau. Enfin, pour le coup, c'est un projet qui est dans un milieu rural extraordinaire. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça vraiment fantastique. Voilà, c'était ma petite expérience. Et je veux bien citer les gens qui font ça. C'est l'association Passeurs d'Art. Voilà. Semeurs d'Art, pardon. En fait, Passeurs. Merci. C'était pour compléter. Ouais, je vais rebondir vite fait. Déjà, merci beaucoup. Merci François aussi pour ce retour, ça fait plaisir. Je voulais vous remercier aussi beaucoup. Dans ce que vous avez entendu, dans ce que j'ai entendu quand vous avez parlé, j'ai l'impression que vous avez formalisé un peu 10 ans du combat, une bonne dizaine d'années du combat que nous on mène, qu'on vit au quotidien, et que vous l'avez théorisé, que vous l'avez formalisé. C'est super, c'est bien que ça puisse s'entendre. Je voulais juste compléter pour dire ce que dit François, qui va aussi avec ce que vous disiez, c'est la construction d'un projet comme celui-là au milieu rural. Il vient de l'interaction avec les habitants, avec tout ce qui fait la vitalité, la dynamique du territoire, avec tout le croisement de l'ensemble des dynamiques. Il parlait des bénévoles qui les hébergent. On pourrait rajouter que la construction de la programmation, le choix de le faire venir, c'est pas moi qui l'ai pris, même si je suis coordinateur artistique, on s'en fout en vrai. Là, c'est les habitants qui l'ont décidé. Et c'est ce qu'on dit en fin de spectacle. Ils sont invités à participer au temps de construction du projet. Et c'est, je crois, ce qui fait l'essence un peu du milieu rural, c'est qu'effectivement, on y fait les choses. Et on les fait ensemble. Et c'est parce qu'on reconnaît, tu parlais de valeur travail aussi, et ça aussi, on est confronté à ça en permanence. C'est parce qu'il y a une prise de conscience qu'on construit les choses, qu'on les fait ensemble, qu'elles peuvent exister. Sinon, elles viennent d'ailleurs. Est-ce qu'elles ont beaucoup de sens? On ne sait plus. Merci. Si peut-être tu peux réussir à Sébastien, passer le micro en diagonale. Voilà, je vois, c'est parfait. Il lève la main derrière. Oh, monsieur, là. C'est parfait, merci. Merci pour cette chaîne de solidarité. Moi, merci beaucoup Margot, Damien, tout ça, Luffy, je m'appelle Sébastien, pardon. Par rapport à l'approche du vivant, mais c'est quand même très très éloigné des philosophies néolibérales, quoi, ou ultralibérales. Donc comment ces paroles-là, en fait, ce que moi ça me renvoie, c'est on est entre nous, c'est cool, on a l'impression qu'on est majoritairement relativement d'accord avec le vivant, sinon vous sortez. Mais à l'extérieur, c'est compliqué, quoi, d'aborder ces notions-là, enfin à l'extérieur, avec des gens qu'on ne connaît pas forcément sur les référentiels, quoi, de valeur. On se sent un petit peu marginal ou marginalisé ou marginaux, quoi, sur ces approches. Et c'est assez loin de l'imaginaire politique aussi qui est proposé, quoi, hein, les trucs non déterminés là ou non prévisionnistes et tout ça, c'est pas très rassurant. Et du coup, moi, ça me renvoie à la question finalement, quel temps on a. Il y a une question de temps, quoi. Quel temps on a à consacrer à cultiver le vivant et dans quelle échéance. Donc ça me renvoie à des questions individuelles, quoi. Hein, quel temps personnellement je peux consacrer à ces nouveaux paradigmes, quoi. Et à quelles échéances on peut agir, quoi. Moi, je suis un petit peu impressionné par les murs qui s'approchent, quoi, ou qu'on est en train de se prendre.
Et du coup, quand on est un petit peu impressionné comme ça, on a envie d'agir sur notre environnement, nos liens, tout ça. Et on peut manquer un peu de légitimité ou de confiance en soi ou de confiance en un collectif pour engager un travail. Alors, quand il y a l'institution culturelle qui organise une résidence sur un territoire, elle a la légitimité de l'institution culturelle ou de l'association locale ou de l'habitant, quoi, finalement. Mais il faut être sacrément, je sais pas, avoir des sacrées épaules, quoi, pour proposer une expo, d'aller rencontrer les habitants. C'est pas accessible à tout le monde, quoi. Donc la question que j'ai envie de poser un petit peu pour les rencontres, c'est comment nos organisations collectives, là, FNDT, Fedelima, UFISC, City et j'en passe, elles peuvent peut-être nous aider ou aider les personnes à avoir confiance, à trouver le temps, à avoir confiance ou à trouver les ressources. Moi, je suis à ce point de blocage-là, quoi. Je peux réagir rapidement ? Oui. Ce que tu dis, ça m'évoque une chose, c'est l'ancrage dans le réel. En fait, tout le reste du vivant hors humain, il ne réfléchit pas à comment répondre à son environnement. Il y a une forme de réponse au réel, directe, pas forcément que dans le court terme, mais en tout cas, pour moi, c'est cette clé-là, c'est de l'ancrage dans le réel, et ça n'a rien de, ça n'a rien ça n'induit pas une prise, de parti ou quoi. Il n'y a pas de moralité ou de valeur, c'est simplement en fait quelque chose d'assez basique, hein. En fait, si on veut continuer à faire perdurer les conditions de vie sur Terre pour notre espèce, on est obligé de s'ancrer dans le réel. Et donc du coup, ça n'exclut pas du tout le court terme, parce qu'on vit des changements dans le réel, dans notre environnement, dans notre contexte, qui font qu'on est amené à réagir à ça. Et ça ne nous empêche pas non plus de prévoir à long terme, parce qu'on est doué de cette possibilité d'imaginer. Tu parlais des imaginaires tout à l'heure, on est doué de cette possibilité d'imaginer, et c'est bien nos imaginaires qui vont nous permettre de sortir un peu la tête de l'eau et de co-construire des choses qui nous donnent envie collectivement. C'est ça qui me vient, c'est vraiment cet ancrage dans le réel, peu importe d'où on vient, peu importe notre poste, peu importe nos convictions, mais c'est ça qui est le plus sûr moyen de préserver les conditions de vie sur Terre. Alors il y avait Oui, deux. donc Caroline, donc moi j'ai fait toute une carrière dans le domaine culturel, et depuis 5 ans, je vis dans un village de 500 habitants, où en fait il y a des gens méchants, gentils, aigris, bienveillants. En fait, il y a tout. C'est pas seulement l'univers qu'on porte. Voilà, et c'est la diversité du vivant. Voilà, on arrive quelque part et il y a de tout. Il y a aussi quelque chose d'objectif, c'est qu'on ne vote jamais au deuxième tour, parce que le Rassemblement national passe systématiquement au premier tour. Donc par rapport à ça, voilà, moi je suis dans ce village. J'aime cet environnement qui est très beau, pas trop loin de Paris non plus. Et je me dis, de toute façon, il faut quand même faire des choses, voilà, des choses belles, des choses sensibles, qui peuvent rassembler les bonnes énergies. Et donc par rapport à ça, il y a une chose qui me paraît effectivement très importante, et aussi par rapport à demain, comment on construit le futur, c'est vraiment la notion du temps. Voilà, moi je me suis battue toute ma carrière contre l'événementiel, contre la communication, contre la multiplication des initiatives, etc. Je me dis que si on prend le temps de faire les choses, on les soigne, on agit plus profondément, on fait moins, mais on fait mieux. Et par rapport à ça, je pense que les acteurs culturels et artistiques ont beaucoup à balayer devant leur porte. Voilà, parce qu'on est nous-mêmes dans une surproduction. D'ailleurs, globalement, le secteur s'est fait épingler par la Cour des comptes pour beaucoup de créations, très peu de diffusion, par exemple, et qu'on est pris dans ce système, en fait. Or, prendre le temps, c'est aussi décélérer et moins produire, et donc peut-être avoir un possible futur. Mais c'est un commentaire, mais je veux bien que vous me disiez ce que vous en pensez sur l'approfondissement, en fait, de cette question.
vous répondez ou... Ok. On peut prendre encore deux Oui, remarques. vous répondrez collectivement. Bonjour, du coup je m'appelle Adeline. Grossièrement, j'ai fait 20 ans d'intermittence dans le Nord-Pas-de-Calais avec pas mal de CLEA, donc du travail dans les territoires financé par la DRAC et tout ça. Et maintenant je suis agricultrice dans un village de 150 habitants à Tessou-Montfort, donc dans les Vosges. Et du coup, cette confrontation des mondes me pose beaucoup de questions et du coup, ce titre de journée m'a beaucoup interpellée, m'a beaucoup parlé. Donc du coup, j'ai commencé là, donc ça fait 3 ans que je suis dans ce village, j'ai ouvert un bar associatif pour essayer de créer un lieu qui n'existait pas, c'est-à-dire un lieu où je me sente bien, où j'ai envie d'aller pour me détendre. Donc j'ai fini par le créer moi-même. Et dans cet emménagement, en fait, j'ai vidé la maison de ma grand-mère qui est décédée. Et en fait, j'ai retrouvé une photo où ma grand-mère était sur scène et faisait du théâtre. Ma grand-mère était agricultrice, voilà, vraiment agricultrice à l'ancienne. Et en fait, je n'avais jamais entendu dire que ma grand-mère avait fait du théâtre. Donc là, c'est posé beaucoup de questions. Et donc, j'ai discuté avec des gens du village, avec ma mère, etc., qui m'ont raconté qu'effectivement, bien sûr... du temps de ma grand-mère, il y avait un club théâtre et tout le monde participait, et ils faisaient les décors, et ils faisaient les costumes, mais il n'y avait pas de prof de théâtre, et il n'y avait pas de... Voilà. Et j'ai eu un peu ce même sentiment que j'ai eu dans pas mal de territoires du Nord, où effectivement les harmonies périclitent, c'est-à-dire que la pratique populaire de la musique dépérit. Donc les enfants n'apprennent plus des instruments comme la trompette, le tambour et tout. Et ça me pose beaucoup de questions sur une espèce de professionnalisation de la culture, où en fait on a l'impression que les gens dans la ruralité ont été dépossédés de leur capacité de générer des actes culturels et poétiques. Et si ça n'est pas un artiste professionnel ou une entité professionnelle qui leur amène la culture, on a l'impression que ça ne peut plus émaner d'eux-mêmes. Et c'est comme si, d'avoir arrêté, ils en ont même perdu l'envie. C'est-à-dire que c'est comme s'ils avaient oublié de faire du vélo et qu'ils avaient oublié que faire du vélo, c'est chouette, quoi. Et je trouve ça assez triste et ça me pose beaucoup de questions sur la profession que j'ai exercée pendant 20 ans. Parce que je pense que, à force de dire, eh ben, en fait, la musique, ça se passe dans l'école de musique, avec des professeurs de musique. La danse, le mieux, c'est d'aller au conservatoire dans la ville du coin. Il y a une espèce de professionnalisation et de lieu dédié à la culture qui, du coup, ne peut plus être juste le village. On s'amuse à monter une pièce de théâtre et c'est ludique et ça apporte du bien-être en dehors du travail, quoi. Enfin voilà, ça me pose beaucoup de questions et du coup, comment réactiver cette envie et cette dynamique, là pour le coup, je n'ai pas de réponse. Donc voilà. Alors, Jean, je t'ai bien vu, mais juste derrière, je laisse 30 secondes à Jean-Luc et après Jean-Luc. L'avenir, c'est les néo-ruraux. Voilà, Jean-Luc, donc moi j'ai une fille qui est une urbaine, elle était à Montreuil, à côté de Paris, et elle s'est installée, elle a tout bazardé, ses études, le reste, pour s'installer comme fermière sur le plateau ardéchois, donc pas forcément le côté sympa de l'Ardèche, mais le côté un peu rigoureux ou rugueux. Et du coup, elle a amené, alors ces néo-ruraux, il y en a pas mal sur le plateau ardéchois, et il y a une forme de connexion, justement de connectivité entre les anciens et les nouveaux. Elle a 20 vaches, ils sont éleveurs avec son mec qui lui venait, donc son père avait une propriété, machin, blablabla. Donc eux, tout leur boulot, c'est justement d'arrêter l'accélération, c'est-à-dire qu'elle avait des vaches, et elle a amené la monotraite sur le plateau ardéchois, c'est-à-dire une traite par jour, et pendant 3 mois, elles sont taries, les vaches. Donc ça, c'était unique sur le plateau ardéchois, ça n'existait pas avant, puisque effectivement, il fallait suer, voilà, on ne prend pas de vacances, on est tout le temps à bosser. Ben, il y en a une, elle chante, elle a son petit groupe, son petit trio avec une nana qui fait
qui est chevrière et une autre qui fait encore autre chose. L'autre, lui, il a son petit groupe de musique, il est aidé par la SMAC ardéchoise pour faire son groupe aussi. Tout leur boulot, c'est d'essayer d'économiser du temps pour eux. C'est-à-dire justement de ne pas être dans l'accélération ou dans la productivité, mais d'avoir juste ce qu'il faut. Alors ils ont été vus comme des étrangers presque dedans, mais petit à petit, en fait, à bout de 3-4 ans, eh ben, on a vu que leur façon de vivre, ils se font de SMIC, bon, ils ne sont pas riches et tout ça, mais ça va, quoi. Ils ont surtout du temps pour eux, et en fait, ils le donnent énormément pour la culture. Ils ont monté un foyer de ski de fond gratuit pour les gens alentours. Enfin bon, c'est un côté où il y a une notion de partage assez extraordinaire. Donc sur la connectivité et l'accélération, alors là, point, mais les néo-ruraux, c'est vraiment intéressant. Il y avait la Ah ouais, ok. Juste pour dire, je sais pas, Greg, on peut prendre 10 minutes. Oh, on peut prendre jusqu'à 14h. Si on fait pas de pause, c'est bon. Ouais, juste par rapport au déjeuner. Merci, je serai rapide, je m'appelle Jean. Je voudrais... Et puis après on prend une... Excuse-moi. Oui. Je voudrais porter peut-être une information qui n'est pas évidente. Le rôle de la presse. Depuis toujours, la presse vous dit c'est mieux ailleurs. Et ça, c'est un poison venimeux qui fait déserter la réalité que vous êtes en train de défendre, qui est l'interconnexion entre les gens. Non, mais attendez, à Paris, vous savez ce qui se passe? Non, mais attendez, c'est la chanson de Brassens. Chez nous aussi, le meurtre fleurit. Ça, c'est une notion très grave. Et ma question a évolué par rapport aux autres interventions. J'ai entendu une personne, j'ai fait 10 ans d'intermittence. C'est quoi ça? C'est pas un métier, l'intermittence. C'est pas même un statut. C'est un régime de chômage. Mais vous n'avez pas été intermittente, madame. Vous avez été artiste. Il faut replacer les choses. Mais c'est primordial. Arrêtez de dire que vous êtes intermittente, c'est pas vrai. Vous êtes artiste. Il y a en France un régime qui s'appelle intermittence. Ok, très bien. Et qui est-ce qui a produit ça? La presse, les médias. Il faut énormément s'en méfier. Et je pense que ça va à l'encontre, justement, de cette réunion entre gens qui se connaissent, qui parlent la même langue, mais même qui peuvent faire des fautes dans la langue, mais qui sont compris. Et ça, c'est, à mon sens, très important. J'avais aussi envie de parler de ce qu'on appelle la professionnalisation de la culture. Et c'est une chose qui est monstrueuse, je suis tout à fait d'accord, parce que d'abord le mot culture dépasse largement le travail artistique, et lequel travail artistique a comme vertu d'être profondément partagé, pour être compris. Sinon, il n'y a pas de travail artistique s'il n'est pas compris. Ce qui induit aussi l'éducation artistique. Et tout ça, c'est un corps vivant qui me semble très important et qui va à l'encontre de ce que promeut toutes sortes de presse qui vous dit c'est ailleurs que c'est mieux. Chez nous, non, on est des paysans et on ne fait pas ça. Ça, c'est une chose à combattre. Voilà, j'avais envie de le dire, je vous remercie de l'avoir écouté. Merci beaucoup. Et donc, désolé parce qu'il y avait vraiment une dernière personne. Et je vois que maintenant il y a 2 mots d'activité. Parce qu'après, il y a les réponses après. Vous avez suivi le temps? Ouais, c'est vrai. 12 minutes max. Merci, je fais court. D'abord, merci pour cette image de crapaud fou, je la trouve extrêmement parlante. Et je crois qu'on est tous un petit peu des crapauds fous là, dans cette salle, certainement, en tout cas d'une certaine façon. Non, ce qui m'a vraiment marqué, c'est cette histoire, Damien. Tu disais, notre imaginaire devient urbain. Il est vraiment teinté d'urbanisme. Et c'est vrai que, alors moi, juste rapidement, je m'appelle Élodie, je travaille avec une compagnie qui justement travaille dans les milieux ruraux, en théâtre principalement depuis maintenant 19 ans, mais je suis parisienne à la base, j'ai née à Paris, 30 ans à Paris, et puis je suis arrivée à Reims,
Et j'entends toujours cette phrase d'accès à la culture. On parle sans arrêt d'accès à la culture en ruralité. Alors évidemment, quand l'accès à la culture parle, par exemple sur des projets Caravelle, de l'école scolaire, la petite école qui doit trouver les moyens de se rendre quelque part, pour moi ça a un sens. Mais en étant à Paris, en travaillant à Paris ou à Reims, après, on m'a jamais on m'a jamais demandé de travailler sur un projet où tout d'un coup, tiens, l'habitant du 7e arrondissement, il a un problème d'accès à la culture, à Paris, par exemple. Personne ne m'a jamais demandé de travailler là-dessus. Or, il y a des tas de gens, des tas de Parisiens, et j'en connais beaucoup, j'en ai en famille, qui ne vont jamais dans une bibliothèque, dans un musée, dans aucun lieu culturel. Aucun. Et cependant, la question de l'accès à la culture, pour cet urbain, ne s'est pas posée. Et je trouve ça, il y a ce mot-là, l'accès à la culture en ruralité, je trouve ça dangereux parce que je me dis juste, mais alors en fait, si on parle d'accès à la culture en ruralité, c'est qu'il n'y en a pas de culture en ruralité, si tout le monde se pose cette question-là. Et justement, je rebondis aussi sur ce que vous disiez, Adeline, je crois, pardon. Voilà, il y en a une culture. Il y a une culture en ruralité très forte, mais alors effectivement, elle ne s'exprime pas du tout de la même façon que la culture urbaine qu'on essaye d'amener en ruralité. Et c'est vraiment tout ça que j'ai envie de débattre aussi en étant là aujourd'hui. Voilà. Moi, je voulais juste plutôt réagir ou rebondir. En fait, je suis Nathalie. Et je suis meusienne et voilà, je travaille pour une institution. Voilà. Et je voulais juste apporter un témoignage parce que à entendre vos observations et voilà que je partage plus ou moins, je voulais simplement dire que, comme l'a dit Monsieur Grigio dans son propos élu de la communauté d'agglomération, en fait, on a une diversité, et vous l'aviez souligné, Monsieur Deville aussi. À un moment donné, il y a les spécificités des territoires et il y a l'identité de chacun des territoires. Et à un moment donné, je crois qu'il faut qu'on les respecte et qu'on les valorise ou on les mette en avant pour pouvoir justement, alors sur cette question de la culture, pouvoir construire tous ensemble, co-construire, mais en tenant compte de ces spécificités-là. Le département de la Meuse, vous vous positionnez sur une commune qui se trouve à l'extrême nord, et je vais citer la commune d'Inor, par exemple, je ne suis pas sûre que tout le monde la connaisse, et vous vous situez sur une commune qui est tout au sud du département, Maxey-sur-Vèze. En fait, les interventions, les offres culturelles, l'implication de la population est totalement différente. Et à un moment donné, il y a des expressions qui sont effectivement professionnalisantes. Et je pense que les institutions que nous sommes, nous avons notre part de responsabilité sur cette question de la professionnalisation parce que, mine de rien, nos dispositifs sont aussi construits et obligent, en tous les cas, nombre d'acteurs que vous êtes, artistes, compagnies ou structures, on vous oblige de vous, comment je vais vous dire, de vous incarner en fait dans des standards en fait, parce que voilà, nos formulaires de demande de subvention ils sont tous faits pareil. Et à un moment donné, il y a malgré tout des expressions, et je crois qu'on doit laisser cette place aussi aux expressions libres et ce que moi je qualifie de pratique amateur, et qu'on doit voilà, accompagner, valoriser et mettre en avant. Et je voulais, voilà, en tous les cas, ce propos, dire simplement qu'en Meuse, il y a une grande diversité d'expressions culturelles et que voilà, vous êtes, je vous invite à découvrir notre département, comme l'a dit le président, et c'est sûr que voilà, il y a déjà beaucoup de choses qui se font, et je vous remercie pour votre témoignage sur le fait de tenir compte de ces spécificités rurales et de ces identités, en tous les cas, sur les territoires. Merci. Il y a le ministère de la Culture. Laurence, tu avais son téléphone. Alors, c'est tout simplement donc Laurence Martin, chargée de mission ruralité, donc au ministère de la Culture, à la fameuse Direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche. Donc,
Déjà pour dire que peut-être par rapport à ce qui se dit, donc ce qui s'est dit dans la table ronde, hein, il y a eu cette insistance sur la diversité. On parle aussi très souvent d'écosystème culturel, et on sait que c'est cette diversité qui fait la richesse de la vie culturelle. Et peut-être que par rapport à ce qui est en train de se dire là, je crois que c'est important de se rappeler que ces oppositions qui sont formulées entre d'un côté la culture professionnelle versus les pratiques amateurs, les ressources culturelles d'un territoire versus l'offre culturelle institutionnelle, tout ça ne fait pas vraiment sens, hein, puisque en réalité, il y a évidemment relation entre ces différents, ces différents espaces, hein, si on suit la métaphore de la géographie, et qu'en tout cas, la question de la participation des habitants, hein, qui est au cœur de la démocratie culturelle, elle permet de dépasser ces oppositions. Donc je crois que c'est important de ne pas opposer, ces catégories quand on pense richesse d'une vie culturelle sur un territoire, hein, de même ne pas opposer la culture de la campagne versus la culture de la ville. Enfin, je crois que là, on est dans des catégories qui sont pas forcément justes. C'est ce qu'évoquait Damien d'ailleurs à travers un certain nombre de travaux en géographie. La France périphérique, la France qui gagne, la France qui perd, la France des ruralités, la France des métropoles. Enfin, voilà, je pense qu'il y a un dépassement évident dans ce qu'on veut dire et défendre aujourd'hui de la réalité de ce que sont les territoires dans toute leur diversité. Je vous laisse. Et encore une dernière question. Ah oui, on ne fait pas de censure ici. Et une dernière, si c'est une question rapide, et puis après je laisserai un mot de conclusion et de mise en perspective à Damien et Margot. Alors c'est juste une réaction, je vais être très rapide. Moi c'est Hervé et je viens ici en tant qu'artiste sur le territoire des Meurthe-et-Moselle, et depuis 6 ans on organise une tournée à vélo dans des départements du Grand Est. Du coup on vient ici pour se poser des questions, parce qu'on sent, et merci d'ailleurs pour ce que vous avez pu dire, parce que ça fait vraiment écho à ce que l'on croise comme difficulté. Je pense que on est à la lisière et en fait il y a beaucoup de choses qui nous aident, et ce qui nous aide réellement dans notre activité, c'est surtout les réseaux. C'est que l'on peut se créer des réseaux humains. Nous, on essaie de réfléchir à notre position d'artiste en ruralité, que je trouve pas du tout le même que une position d'artiste dans des villes. J'ai l'impression qu'on agit vraiment à un autre endroit. Et on a aussi d'autres difficultés. On a aussi des difficultés parce que quand on mène nos projets, des fois on se mêle aussi en tant que professionnel avec des amateurs. Et très vite, on est catégorisé en socioculturel, des choses qui vont pas du tout nous aider pour nos demandes de subventions. Et parfois, je salue, et il y a des fonds qui nous aident et qui nous portent, et heureusement qu'ils existent. Et voilà. Cette année, on n'est pas subventionné. Merci beaucoup. Je pense qu'on l'abordera peut-être sur des parcours cet après-midi. Je vous laisse la parole de conclusion, de perspective ou éventuellement de réponse sur des éléments pour pouvoir tranquillement aller partager le repas. Peut-être Damien, Margot. Merci tout le monde pour vos interventions. Peut-être répondre sur certaines choses, très rapidement. Sur cette question des temporalités, du temps, du lien, oui, dans les villages, il y a de tout. Il y a des gens sympas, moins sympas. C'est pas ça le message du conte. Le message du conte, c'est quelle relation on va créer avec l'altérité, même une altérité qui est radicalement différente de la nôtre. Voilà, c'est ça. Soit on catégorise les gens, soit on crée du lien avec tout le monde. C'est un peu ça. D'ailleurs, ça, c'est ce qui permet de mettre en crise une des hypothèses que la diversité se vive plus dans les grandes villes. Certes, dans les grandes villes, il y a des gens du monde entier, pour le dire vite, donc il y a plein de relations possibles. Il y a tellement de possibles qu'on se met à avoir des relations très filtrées, très choisies.
à fréquenter des gens qui sont comme nous, même niveau d'études, même valeurs, même réseau d'engagement, même goût. À la campagne, on ne choisit pas son propre voisin, mais on est obligé de vivre avec lui au quotidien. Et donc, si vous voulez, l'expérience de l'altérité, certes, offre moins de possibles, mais se fait beaucoup plus épaisse pour chaque possible à la campagne qu'en ville. Moi, j'ai tendance à défendre qu'on vit plus l'altérité, en fait, une altérité au sens le plus épais du terme, à la campagne que finalement dans les grandes villes. Je rejoins tout à fait votre mot, madame, sur ne pas opposer les espaces et créer des réciprocités. D'ailleurs, historiquement, l'hypothèse de cloisonner les espaces peut être mise en crise de tout temps, depuis que l'homme existe, depuis que l'homme s'est sédentarisé. Il y avait des villes et il y avait des campagnes. Voilà. Donc la question, c'est de créer des liens. Ceci étant dit, on a quand même une histoire qui a concentré les opportunités dans les métropoles. C'est pas grave, c'est fait. La question est comment maintenant on ouvre un autre chapitre autour de ces métropoles, autour d'une réelle redistribution, au fond, à l'échelle des territoires. Et je dois avouer que certains acteurs s'y préparent, certains acteurs le portent. Il y a un changement de logiciel de la part des pouvoirs publics pour aujourd'hui aller vers des réciprocités entre ville et campagne. Je pense par exemple à la ville de Rennes qui porte dans ses plans d'urbanisme le concept de ville archipel. Voilà. Super intéressant. Je pense également au Pays du Mans qui a fait le choix politique de s'élargir énormément. Ça, pour ceux qui connaissent un peu la Sarthe, ça va jusqu'à Sillé-le-Guillaume maintenant, le Pays du Mans, jusqu'aux Alpes-Mancelles. Il y a quand même une demi-heure de TER entre Le Mans et Sillé-le-Guillaume, donc c'est loin. C'est vraiment une volonté politique de la part de la métropole de se dire on va travailler des liens jusqu'aux quatre coins du département. Voilà. Donc ça commence à changer et j'espère que ces politiques nourriront leurs fruits. Ceci étant dit, au-delà de ces grands concepts, parfois les acteurs territoriaux eux-mêmes ont du mal à passer d'un logiciel des limites administratives de leur propre action à un logiciel de réciprocité. Je vais vous donner un exemple très concret et personnel. Voilà. Le Mans, c'est une grande ville de street art maintenant. C'est l'une des villes principales du street art en France, avec plein d'acteurs qui sont mobilisés. Moi, je les ai appelés parce que je voulais également qu'il y ait ça dans mon village. On m'a raccroché au nez en disant « Vous êtes en dehors des limites administratives du Mans ». Bon, voilà. Sur votre question, Jean, vous parlez à un convaincu. D'ailleurs, ça résonne avec ma propre histoire personnelle. Je vous disais avoir repris la maison de ma grand-mère dans le sud de la Sarthe. Moi, j'ai grandi à la campagne, je voulais faire connaître ça à mes enfants. Et on vivait à Paris à cette époque. En bon géographe, j'avais fait un tableau avec plein d'indicateurs qu'on voulait pour notre fille, quoi. Ouais, il y avait plusieurs indicateurs. Parmi ces indicateurs, le fait de ne pas être très loin de Paris parce que j'en dépends. Je voulais un territoire ouvert à l'altérité. Je suis marié à une femme africaine, j'ai des enfants métis. Bon, voilà, je voulais un territoire dans lequel ils se sentent bien. C'est pas forcément lié au vote d'ailleurs, mais c'est lié à une histoire un peu de l'accueil. Voilà. Je voulais des paysages avec des arbres. J'ai grandi à l'ombre des arbres. Je voulais retrouver des arbres là où j'étais. Bref, tout ça pour vous dire, j'avais un tableau avec 10 choix. Il n'y avait pas la Sarthe, il n'y avait pas la Mayenne. Ça, c'est 10 choix. C'est vraiment le décès de ma grand-mère qui nous a invités à reprendre sa maison, maison à laquelle on était attachés. La Sarthe est plurielle, il y a des choses qui me plaisent, il y a des choses qui me déplaisent en Sarthe, c'est ce tiraillement dont je vous parlais tout à l'heure, mais en tout cas je trouve des alignements en Sarthe. Tout ça pour dire, on pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, vous l'avez dit, l'herbe est verte là où on arrose le sol, tout simplement. Ça c'est un enseignement géographique aussi. Et la presse régionale, vous avez complètement raison, qui s'est complètement érodée au fil du temps, a un vrai rôle à jouer pour repeupler nos projections, repeupler nos mondes, remettre sur la carte tout ce qu'il existe dans les territoires. C'est vrai qu'elle est un peu ennuyante cette presse régionale, à une exception près, je trouve que Ouest France tire vraiment son épingle du jeu, au point qu'aujourd'hui, ils ont réussi à avoir une chaîne télé sur la TNT Ouest France. Donc ça, c'est génial. Voilà, à mon avis, c'est une inspiration pour d'autres presses régionales de faire de même. A contrario, chez nous, on a aussi le Maine Libre, donc c'est le journal de la Sarthe. Là, je peux vous dire que c'est un peu ennuyant, quoi. C'est les petits potins locaux. Ça ne dit rien sur un territoire, sur ce qui s'y porte, sur la complexité de ce territoire et sur les manières de le porter. Voilà. Sur les néo-ruraux, très, très rapidement. Alors, plein de choses à dire sur ça. Vous dire que quand on retourne, je vais peut-être dire quelque chose de très antinomique, je vais être très rapide, deux éléments. Retourner à la campagne ne veut pas dire qu'on va vivre plus proche de la nature. Ça, je pense que c'est un gros cliché issu du romantisme littéraire. Alors ça fait plaisir quand on le lit, mais ça ne veut rien dire d'un point de vue scientifique. Quand on va à la campagne, effectivement, ce qui nous saute à la figure, c'est qu'on arrive dans un territoire davantage peuplé qu'en ville. Il y a des insectes dans les maisons. Il y a des odeurs, on sent davantage le cycle des saisons. Ça nous saute à la gorge, qu'on le veuille ou non. Mais on peut très bien vivre en extériorité à tout ça. Dépendre de la ville la plus proche et faire ses allers-retours quotidiens. Mettre un robot de tonte dans son jardin où il y a de l'herbe de 2 cm et pas du tout s'en occuper. Je vais vous le dire, sur les terres de l'Ouest, la plupart des jardins, c'est ça.
Des jardins réservoirs de biodiversité, c'est une exception, y compris en ruralité. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai échangé avec la fondation de Leroy Merlin. Leroy Merlin est une fondation qui fait de la recherche, ce qui se passe dans la construction, sur ce qui se passe dans les jardins. Et il me disait, rayon jardin, les meilleures ventes, toujours aujourd'hui en 2025, c'est les robots de tonte ou tout ce qui facilite la tonte, et du coup qui uniformise les jardins, et c'est les matériels de piscine. Toujours aujourd'hui en 2020. C'est ça qui se passe dans les campagnes. Et donc, faut pas fantasmer le retour à la terre. Par contre, effectivement, d'un autre côté, c'est ma deuxième réponse un petit peu antinomique, c'est que on a tendance à penser que pour sauver le vivant, parfois, il faut abandonner certains territoires pour que le vivant reprenne ses droits. Je pense que c'est faux. La biodiversité des Cévennes s'écroule parce que les Cévennes ne sont plus habitées. J'ai enquêté au Burkina Faso sur quelqu'un qui était connu dans le débat public pour être l'homme qui arrêta le désert. Toute sa vie, il a planté des arbres sur la frange du Sahara. Il a sauvé la vie dans ce village. S'il était parti comme tout le monde dans les années 80, suite à un épisode de grande sécheresse, le désert aurait cassé la porte et aurait continué vers le village voisin. C'est parce qu'il est resté, tout en changeant complètement sa manière d'habiter la terre, bien sûr, qu'il a sauvé la vie, humain comme non humain, qu'il a permis à des agriculteurs de nouveau vivre de leur métier, etc. Et donc pour moi, la vraie question, c'est pas de savoir où c'est qu'on peut habiter, où c'est qu'on peut pas habiter, c'est de se dire comment vivre dans chaque écosystème, dans chaque territoire, pour en respecter les grands équilibres écologiques, voire pour améliorer ce territoire au fil du temps, pour en aggrader la teneur, le milieu écologique. Et là, vous l'avez compris, il n'y a pas de raison de réponse toute faite, ça rejoint ce que vous disiez, hein, ça demande d'épouser les singularités des territoires, notamment paysagères et écologiques, et de placer ces singularités au cœur des modèles de développement. Décentralisation et vivant, pour le dire vite, sont des combats frères. On ne peut pas penser l'un sans l'autre. Et je peux vous dire que nous, défenseurs de la décentralisation, on rame un petit peu en ce moment, puisque Ah, faut que j'aille vite, hein. Oui. Ouais, sur la décentralisation. Non. Ok. Non, mais ceci étant dit, ouais. Mais sur les néo-ruraux, juste une information. Le Covid a renforcé les inégalités territoriales entre des territoires qui gagnent de la population. L'Ardèche en fait partie, les terres de l'Ouest aussi, et les territoires qui en perdent. Le Grand Est en fait partie. Il faut raisonner ces retours à la terre à une échelle de juste redistribution à l'échelle nationale. Moi, ça ne me va pas que le littoral breton continue à se peupler avec tous les problèmes écologiques que ça pose et que le Grand Est continue à se vider, perdant par extension de la biodiversité. Voilà. Je pense que c'est à cette échelle qu'il faut raisonner effectivement de ces formes de retour à la terre et du lien avec ceux et celles qui restent, qui sont également des acteurs essentiels pour repenser le renouveau des territoires. Voilà. Oui, en conclusion, je vais être succincte. Je dirais, examinons nos croyances. On a beaucoup de croyances qui conditionnent nos comportements et notre rapport aussi à la complexité, aux environnements dans lesquels on vit, conditionne nos comportements. Et pour moi, il y a quelque chose d'assez basique, c'est si on se souvient que nous sommes des êtres vivants, déjà en fait, et qu'on s'en souvient dans notre chair. Donc pour moi, la notion d'expérience et de vécu est super importante. Et pour moi, tous les acteurs et les actrices culturelles et toutes les propositions culturelles permettent de faire des expériences dans notre chair, quelque part, qui nous rappellent ça, que nous sommes des êtres vivants. Nous sommes des êtres sensibles, non pas au sens de on est sensible et on est faible, mais on a de la sensibilité, on est doué de sens. Et pour moi, donc, de reprendre contact avec ça permet peut-être de voir la réalité dans laquelle on vit. Et ensuite, les clés relationnelles pour moi, c'est de se retrouver autour d'intentions communes à toutes les échelles, parce que là, on peut commenter à l'échelle d'un projet, mais aussi en fait à l'échelle plus macro, à l'échelle de nos régions, de nos départements et plus largement au niveau national. Et ensuite, de soigner nos relations. Et pareil, à toutes les échelles, ça veut dire soigner nos relations entre nous dans nos projets, mais aussi soigner nos relations avec peut-être les institutions desquelles on dépend ou avec lesquelles on travaille. Et ça, c'est super important, pas par, on va dire, par moralisme ou par dogmatisme, mais juste pour remettre en circulation notre essence d'être vivant, qui est que nous sommes des êtres de relations, et c'est par les relations que les choses émergent. Et je voulais juste ajouter quelque chose sur l'émergence. L'émergence n'exclut pas l'organisation. Quand on regarde le monde vivant, il est plein de formes et de structures qui se répètent.
C'est le principe des fractales, c'est des schémas qui se répètent à l'infini. Si vous prenez un chou romanesco, basiquement, la forme du chou et la forme de ses têtes, c'est exactement la même forme, et plus on zoome, plus on va tomber sur la même forme. Donc le vivant est extrêmement complexe, évolue par émergence, mais il est plein de schémas d'ordre. Et donc du coup, l'émergence n'exclut pas l'organisation, et c'est tout le fil ténu entre qu'est-ce qu'on organise et qu'est-ce qu'on planifie, et quelle place, sans se bercer, sans rentrer dans la croyance que parce qu'on a planifié, c'est comme ça que ça va se passer. Et dans la complexité, les systèmes complexes fonctionnent non pas tant avec des plans et des structures super détaillées au millimètre près, mais fonctionnent par des heuristiques. Ça s'appelle des heuristiques, c'est des règles simples. Les étourneaux, ils ont 3 règles simples qui font tout leur schéma de vol, etc. C'est on reste proche, donc je ne m'éloigne pas trop du voisin, on évite la collision, donc on reste quand même pas trop proche, et on a un cap commun. Et c'est la résultante de ces 3 règles simples d'interaction, associées à ce que je vous disais tout à l'heure, ils font avec les obstacles, avec les courants d'air chaud, froid, les prédateurs, etc., qui donnent leurs formes, qui sont des formes émergentes pour le coup. Donc l'émergence n'exclut pas l'organisation, mais je nous invite à interroger nos croyances, interroger l'illusion qu'on peut avoir à certains endroits de pouvoir contrôler, parce que c'est une illusion, et s'interroger sur quelles sont les règles simples qu'on peut mettre en place dans nos interactions à tous les échelons pour faciliter l'émergence et donc finalement catalyser l'apparition de nouvelles formes de vie au service de nos intentions communes. Donc c'est un peu tout un programme, mais ce qui va donner la boussole dans un monde complexe, c'est l'intention. C'est la meilleure boussole, la plus fiable. C'est quelles sont nos intentions, quel est le cap qu'on se donne. C'est toujours la référence à laquelle on peut revenir quand le contexte fluctue. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Damien, Margot pour vos regards, vos apports, etc. Ça va nourrir nos débats de cet après-midi et nos échanges et nos travaux.